et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, je vais avoir le plaisir d'accueillir une fois de plus une invitée pour laquelle nous avons beaucoup d'affection. Certains naissent avec les yeux bleus, d'autres avec les cheveux noirs, d'autres encore avec la peau mate ou la peau claire. Eh bien, Maude Christen, elle, est née avec le don de voyance. Elle n'a rien demandé à personne et pourtant, elle a cette capacité rare de sentir, de voir, de percevoir ce que sera le futur de certains ou certaines des personnes qui viennent la consulter. Maude Christen vient de publier un livre intitulé « Ma vie et l'invisible » aux éditions Presse du Châtelet. Maude Christen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation une fois de plus dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Une petite réponse rapide sous forme d'anecdote qui ouvre presque d'ailleurs votre livre. Vous y écrivez que l'année de votre conception, votre mère était la secrétaire d'un auteur de théâtre qui venait de monter une pièce dont je vous laisse révéler le titre et le sujet. Cette pièce, c'était La Voyante, et c'est une pièce de théâtre qui parlait des efforts qu'une femme faisait dans la société de l'époque pour faire en sorte que les perceptions extrasensorielles soient validées par la science. C'est quand même extraordinaire. En plus, vous avez appris ça récemment. J'ai découvert ça en fait en me penchant sur cette pièce de théâtre il y a moins d'une année. Ouais. J'ai fait cette découverte. C'est extraordinaire. On va avoir l'occasion de papoter tout au long de cette émission, de découvrir votre vie et puis votre réflexion, vos réflexions très intéressantes sur notamment un sujet qu'on n'avait jamais abordé, les consultants. Que doivent-ils attendre? Quand est-il utile d'aller consulter une voyante ou pas? Nous reviendrons sur tous ces thèmes. Votre enfance, pas facile du tout même. Vos parents, pas facile non plus. On en parlera tout au long de cette émission. Vous le savez, vous qui nous écoutez, vos commentaires, vos questions sont les bienvenus. Vous pouvez passer par le standard où Morad est là pour vous accueillir au 0826 300 300, 0826 300 300. Vous pouvez également intervenir par SMS au 71 200. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace. Ensuite, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. Je serai votre porte-parole. Sud Radio. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Maude Christen, mon invité à l'occasion de la publication de son livre en ce mois d'avril aux éditions Presse du Châtelet, Ma vie et l'invisible. Maude, d'ailleurs, pour commencer, je pense que ça va faire un carton. La mise en place est vraiment somptueuse. On en voit partout, hein. Écoutez, je vous remercie. J'ai même pas été voir la mise en place. Ah bah je vous le dis. Je vous fais confiance. Allez, je vous fais confiance sur parole. Dans le Sud, en tout cas, il y en a partout. C'est bien fait. Eh ben, parfait. Alors, vos premiers chapitres sont consacrés à vos parents et à votre enfance, qui, pour le moins, fut un vrai cauchemar. Oui. Décrivez-nous vos parents, votre père et votre mère. Oh, écoutez, d'abord, je pense pas être la seule à avoir vécu une enfance pénible. J'ai vu des milliers de gens dans ma vie par mon travail, et finalement, il y a beaucoup de, quand on sort un peu de la légende idéale et dorée de la famille, qui est plus une idéologie qu'une réalité, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent des choses difficiles. Bon. En ce qui me concerne, j'ai pas écrit sur mon enfance avec l'envie de me raconter comme le fait un auteur. J'ai écrit sur mon enfance parce que le type de, je dirais, les problèmes à la fois d'isolement, de persécution et, n'ayons pas peur des mots, de maltraitance que j'ai pu rencontrer, dans bien des cas, aboutissent à des compensations ou à des réactions qui sont autodestructrices, puisque ça aboutit bien souvent à des addictions, à des problèmes... alcool, drogue, envie de suicide, à des problèmes aussi éventuellement de délinquance, ou quand il n'y a pas de modèles familiaux dignes de ce nom. Et j'ai eu la chance d'avoir une forme, je vais employer le terme cher à Boris Cyrulnik, de résilience, qui fait que pour ma part, c'est comme si j'avais développé mes capacités psychiques, exactement comme on développe de la corne sous les pieds quand on fait de la marche sur les plages brûlantes ou dans les montagnes, parce qu'il le faut bien. Et en fait, je pense qu'à la base, mes capacités psychiques ont été une défense contre un environnement familial extrêmement perturbé et hostile, qui ne permettait pas d'établir où le langage n'était plus porteur de sens et n'était plus porteur de vérité. Alors il fallait bien trouver la vérité autrement,
Alors c'est comme si de petites antennes avaient poussé et m'avaient permis de la découvrir autrement. C'est uniquement pour cette raison que j'ai eu envie de parler de mon enfance, parce que bon, j'ai 42 ans. Pour moi, ces questions sont vraiment réglées. Je suis dans le pardon. Il n'y a pas. Vous voyez, j'ai pas l'impression que je suis ni dans la colère ni dans le sentiment d'exiger une réparation. La vie, et je l'ai écrit d'ailleurs dans mon livre, a été ce qu'elle a été. Il fallait peut-être passer par là pour acquérir ce que j'ai acquis et comprendre ce que j'ai compris. Bon, voilà, c'est chose faite. Oui, mais alors, parce que quand même, je voudrais donner quelques détails, parce que ceux et celles qui nous écoutent vont découvrir en même temps ce qui a été fondateur, parce que l'enfance, c'est fondateur d'un être humain quand même, et c'est pour ça que vous l'avez écrit, pour qu'on comprenne mieux comment vous vous êtes développé, vous avez développé vos dons. Par exemple, vous le racontez, dans un bébé, dans votre chaise haute, et vos parents s'amusaient, entre guillemets, je trouve ça torturer un bébé, à dire des choses atroces avec le sourire, avec une voix douce, etc., et de dire des choses gentilles en hurlant rien que pour voir, pour tester. C'est affreux de dire ça. Ils s'en vantaient avec une totale innocence quand j'avais 15 ou 16 ans, c'est comme ça que je le sais. Et alors, si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup d'êtres qui, par rapport à leur parcours personnel, sont pas capables de donner la vie, ils sont pas capables de remplir un rôle parental digne de ce nom. Il y a un enfant par jour qui meurt de mauvais traitements en France, c'est beaucoup, vous savez. C'est vrai. C'est vraiment beaucoup. Donc les mauvais traitements physiques et psychiques il y a tous ceux qui meurent soi-disant parce qu'ils sont tombés de l'escalier. Donc je crois pas, hélas, que ce soit d'une grande rareté. Non, effectivement. Ce qui n'enlève rien au côté dramatique de la chose. Hein. Je ne suis pas en train d'atténuer. Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, je ne le vis pas comme une injustice qui me serait propre et contre laquelle je serais en guerre. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, Maude Christen, question sous-jacente quand même à cette enfance. Est-ce que, puisque vous avez parlé d'antenne, on va continuer à employer cette métaphore, est-ce que vous êtes né avec ces antennes déjà plus développées que les autres et vous avez été obligé de vous en servir, de les découvrir et de vous servir de ça comme outil pour survivre, ou est-ce que ces antennes ont poussé, c'est-à-dire vous êtes né sans rien comme tout le monde, et ces antennes ont poussé pour survivre? Moi, je crois pas. Je crois être né exactement comme tout le monde parce que je crois que tout le monde a des capacités psychiques à plus ou moins grand niveau. On a déjà eu, je crois, cette conversation, mais je pense que c'est toujours utile de rappeler ma position là-dessus. Ma position, elle est universaliste. Je pars du principe que tout le monde a des capacités de clairvoyance et de précognition à l'état latent. Le professeur Yvignon dit souvent que beaucoup de gens font des rêves prémonitoires. On a énormément de témoignages. Moi, je reçois énormément de témoignages sur mon site internet auxquels je peux d'ailleurs pas répondre à tous, de gens parfaitement ordinaires dans leur vie qui disent voilà, il vient de m'arriver un truc fou. J'ai pensé à X que j'ai pas vu depuis 6 mois et puis crac, le téléphone a sonné, c'était X. Bon, on connaît tous des centaines d'anecdotes comme ça. Donc, je crois pas qu'il y ait eu chez moi à la naissance un fond, si je puis dire, plus important que les autres. Simplement, non. Parce que Yves Lignon avait aussi l'habitude de dire on sait tous faire du vélo, mais il n'y a qu'un seul Eddy Merckx ou Richard Virenque. Oui, alors c'est des dispositions, mais si vous voulez, je crois que c'est l'écosystème qui construit un voyant dans n'importe quelle culture. Hein. Ah oui. Or, il y a probablement des dispositions. Bon, on sait par exemple que ça se couple avec des dispositions artistiques. Bon, toute mon enfance, j'ai toujours été premier prix de dessin, souvent premier prix de musique. Donc on sait que ça se couple avec d'autres dispositions. J'ai des clients, c'est un secret pour personne, qui sont des chanteurs, des acteurs célèbres, etc. Ils ont beaucoup plus de capacité de voyance que les autres. C'est connu. Éric Pigani a écrit un livre là-dessus. C'est très très connu le couplage de ces facultés avec des dispositions artistiques. Alors, ce que j'avais peut-être plus que les autres, c'était ce couplage, disposition artistique, très 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 forte intuition. Et c'est la vie et l'écosystème dans lequel j'ai grandi qui a obligé cette très forte intuition à devenir autre chose. Et à, je dirais, et à s'éveiller et à se préciser. Mais je crois que si j'avais vécu, vous voyez, dans une famille paisible, où on m'est permis de me développer tout à fait normalement, comme en Ardèche, sans être en danger, voilà, comme ces merveilleux amis chez lesquels je montais à cheval quand j'étais adolescente. J'aurais vécu dans une famille comme ça, j'aurais peut-être, je sais pas, je serais peut-être devenue peintre, je serais peut-être devenue moi-même prof de dessin, ou romancière. Pourquoi pas, bien sûr.
ou romancière, ou chanteuse. Je suis pas du tout sûre que ça aurait pris ce pli. J'aurais peut-être fait partie des centaines de gens qui m'écrivent en disant voilà, je suis guitariste professionnelle et puis par moments, vous savez, c'est incroyable, j'ai des rêves prémonitoires, je vois les avions s'écraser, etc., etc. J'aurais probablement fait partie de tous ces gens qui sont tout de même extrêmement nombreux à connaître très régulièrement des épisodes de voyance. Ouais. Alors, vous aviez donc déjà toute petite des capacités particulières. Oui. Vous nous rappelez ce premier souvenir. Enfin, ce n'est pas un souvenir, c'est plutôt votre mère qui vous l'a raconté après, je pense. Cette poupée qu'elle vous a offerte. Et quel prénom veux-tu lui donner? Alors ça, c'est une curieuse histoire que ma mère m'avait racontée quand je devais avoir, 12-13 ans. Elle avait une copine qui venait d'avoir un enfant. Et au même moment, elle m'a offert un baigneur en celluloïd. Et quand elle m'a offert ce baigneur, elle m'a dit « Comment vas-tu l'appeler ?» Et à ce moment-là, ma mère a pensé au prénom de la petite fille de son amie qui s'appelait Marina. Et j'ai regardé ma mère dans le blanc des yeux et je lui ai dit « Je vais l'appeler Marina » en détachant chaque syllabe. Je crois qu'elle a été terrorisée. Alors, Maude Christène, vous vous rappelez de rêves? Ça, je trouve ça très intéressant. Vous les décrivez bien. Dans vos rêves, il y avait pas mal de personnages que vous rencontriez, notamment, je voudrais que vous nous en parliez, cette femme qui vous semblait inquiétante, qui était en jean, habillée de manière moderne, mais avec des tatouages ritueliques sur le front. Et c'était un personnage. D'abord, décrivez-nous ce personnage que vous ressentiez quand vous le visualisiez dans vos rêves. Quand j'étais adolescente, je suis passée par une période vraiment extraordinairement noire où j'ai dû. Il n'y avait pas une journée où je me disais pas tiens, aujourd'hui je vais me suicider. Vous voyez, je me posais vraiment la question sous la forme le gaz ou la fenêtre. Bien. Et au moment où j'ai commencé à rentrer dans cette période, qui était d'une très très grande violence chez moi, là la violence était à la fois verbale, physique, c'était vraiment un cauchemar. À tel point, je me rappelle qu'une amie, dont je sais qu'elle est devenue médecin, m'avait dit je vais te donner des vêtements et puis comme ça tu vas pouvoir partir. Et j'avais même pensé aller fuguer, vous voyez, en montant sur mon âge et en travaillant comme serveuse dans un café. J'étais vraiment au bout du rouleau. À ce moment-là, j'ai commencé à faire des rêves dans lesquels est apparue une figure qui était en fait, une femme extrêmement brune de peau, habillée en jean, qui aurait pu ressembler à une espèce de comment dirais-je, de femme assez provocante. Elle était inquiétante. Elle avait des tatouages rituels sur le visage, un peu comme les Maoris. Elle avait des ongles très longs. Et elle me mettait en garde contre le fait de me détruire ou de me suicider. Elle était à la fois extrêmement stimulante, extrêmement violente, et elle a commencé à me raconter d'ailleurs des histoires qui concernaient des proches qui se sont produits, notamment l'agression assez dramatique d'une de mes amies, que j'ai vu se produire 3 semaines plus tard. Enfin, c'était fou. Et elle me... Comment dirais-je? C'est comme si elle m'avait initiée sur d'autres plans de conscience. En fait, je peux pas, j'ai pas du tout l'idée de est-ce que c'est une entité, est-ce que c'est une autre forme de moi-même. J'arrive pas à me poser la question sous cette forme parce qu'une chose est sûre, c'est que j'ai envie de dire c'est de toute façon une entité dans la mesure où c'est une forme qui permettait probablement à une conscience supérieure qui est en moi-même de s'exprimer et qui à ce moment de ma vie a pris cette forme-là. Exactement comme les chamans ont des animaux de pouvoir qui sont des aigles ou des loups ou des ancêtres parfois qui les informent comme cette femme m'informait. Mais ce qui était étrange, c'était la nature de ces rêves qui ressemblaient pas du tout à des rêves aux rêves classiques qu'on fait la nuit quand on rêve comme notre chien rêve, vous voyez, en répétant notre quotidien. C'était vraiment des rêves où tout était brillant, lumineux, intense. Je me réveillais, j'étais épuisée, j'étais en sueur. J'avais vraiment l'impression d'avoir vécu ce qu'elle me montrait, là où elle m'emmenait. Et j'étais, je dirais, impressionnée et imprégnée de sa présence. Je la voyais comme on peut voir quelqu'un dans la réalité avec ce degré de netteté. Et quand est-ce qu'elle a disparu, enfin qu'elle n'est plus réapparue dans vos rêves? Quand je devais, écouter étrangement, quand j'ai commencé à être vraiment certaine que je voyais, que j'étais voyante. Quand j'en ai eu vraiment la certitude, c'est comme si cette voyance qui prenait cette forme-là, probablement pour que je puisse l'entendre et la supporter, du jour où elle a pu prendre une forme consciente, où j'ai pu me dire c'est moi, ça ne s'est plus remanifesté.
Donc je devais avoir 22, 23 ans. Ouais. Juste 20 ans, 21 ans, je dirais. 21 ans. Ouais. Et alors, parlez-nous de cette expérience que vous avez faite avec certains produits que on respire. C'était du triclo. Oui, alors ça c'est la seule expérience de substance cherchant à modifier la conscience que j'ai faite dans ma vie, je tiens à le préciser. Parce que justement, cette femme vous mettait en garde et vous l'interdisait formellement, vraiment. Elle était extrêmement répressive, elle me disait si tu te drogues, tu vas mourir, si tu meurs, tu iras en enfer, si tu te suicides, tu iras en enfer. Enfin, pas de cadeau, quoi, extrêmement intimidante. C'était pas du tout généreux, enfin, c'était pas une présence bienveillante et positive, c'était vraiment une sorte de cerbère. Ouais. Mais en même temps pour votre bien. Ah oui, absolument. Et qui me mettait en garde contre des dangers. Enfin, c'était d'une précision absolument extraordinaire, mais dans un contact qui était tout de même dénué d'humour et de tendresse. Je dois le préciser. Et alors donc vous avez fait cette expérience. Alors un jour une camarade qui elle hélas a très mal terminé. M'avait dit j'ai sniffé un produit qui s'appelle d'ailleurs toujours de l'eau écarlate, qui est un produit à base de trichloroéthylène et c'est un équivalent, c'est des produits très volatiles et qui modifient la conscience en donnant des espèces de perceptions. Et moi je suis passée à la droguerie, j'ai acheté une bouteille de ce produit, je me dis je vais essayer. Et comme une idiote, je m'assois sur mon lit, j'essaye, je commence à respirer ce produit et là j'ai vécu une expérience absolument incroyable, tout s'est mis à vibrer. J'avais l'impression d'être dans une jungle, le papier peint, alors je précise qu'on est dans les années 70, donc tout est psychédélique jusque-là, tout est normal, se met à se transformer en une espèce de jungle, je vois des mains, j'avais véritablement l'impression d'être emmenée, comme si ma conscience avait été soulevée par autre chose. Et à ce moment-là, j'ai revu ma visiteuse, à la fois si contemporaine, si rock'n'roll avec ses habits en jean et si sauvage avec ses tatouages, et qui me dit je vais te révéler quelque chose sur ta mère. Et là, je me rappelle, mais c'est vraiment des visions. Là, on est dans les hallucinations. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Ouais. Je vois à 1 mètre du sol la toute petite silhouette de ma mère, comme dans les contes de Walt Disney, les petites fées qui volette avec des ailes dans le dos. Et j'aperçois cette silhouette et elle me dit j'ai quelque chose à te dire, je ne t'aime pas, je vais te dire pourquoi. Et là soudain je suis très intéressée. Je dis quand même enfin la réponse. Et au moment où non pas ma mère qui devait dormir tranquillement, mais son égrégore, on va dire, s'apprêtait à enfin me donner une réponse satisfaisante. Ma visiteuse écarte cette vision et la fait disparaître immédiatement. Il dit non, je ne te dirai rien, tu ne le supporterais pas. Donc je n'ai jamais pu aller au bout de cette confidence. Et pourtant, une fois revenu à vous, si j'ose dire, vous êtes allé voir votre mère pour lui demander. Une fois revenu à moi, parce qu'on peut vraiment dire ça, je suis allée voir ma mère qui déballait ses paquets, qui rentrait du marché. Je lui dis écoute, la nuit dernière, j'ai vu quelque chose. T'as rien à me dire sur ma naissance, un secret? Elle s'est retournée, elle me dit mais ça va pas, t'es folle. Voilà. Donc j'ai jamais pu aller au bout du. J'ai jamais pu aller au bout du mystère. Mystère tout de même qui est impressionnant, même sur le plan sociologique, puisque j'ai raconté cette histoire dans mon livre. Ma mère a vécu pendant 20 ans dans un milieu parisien, intellectuel, littéraire, d'un très haut niveau, où elle avait des fonctions d'assistante personnelle pour des auteurs à succès à l'époque, et elle a décidé de rentrer dans une vie où, en épousant mon père, qui avait une condition sociale à l'époque extrêmement modeste, puisqu'il était ouvrier d'usine, s'est retrouvée dans une vie où elle a cessé, quand elle m'a eu, pas quand elle s'était mariée avec lui, mais quand elle 7 ans après, 7 ans après le mariage. Elle a cessé absolument de côtoyer l'univers professionnel dans lequel elle était depuis près de 20 ans, ce qui n'est pas rien, 20 ans d'exercice professionnel. Elle avait près de 40 ans quand elle m'a mis au monde. Et du jour au lendemain, elle s'est retrouvée à faire le ménage, les courses, dans un petit appartement en banlieue, avec le salaire humble de mon père, auquel en plus elle ne vouait pas une passion sans limite. Voilà. Donc ça a dû être une vie, évidemment, il y a probablement un mystère derrière un tel choix de vie.
Bon, la personne qui a payé les pots cassés, d'abord c'est elle, la pauvre, puis après bien sûr c'est moi. Tout de suite après. Directement, en ligne directe si vous voulez, voilà, sans filtre, sans écran, la personne qui a payé après, évidemment c'est moi. Et bien entendu que derrière tout ça, il doit y avoir quelque chose de très lourd, mais écoutez, elle emportera probablement son secret dans sa tombe. Ouais. Voilà. Continuons à dérouler un petit peu votre vie et à découvrir vos premiers pas. Vous étiez consciente assez rapidement que vous aviez des capacités que les autres n'avaient pas, j'imagine. C'est-à-dire pas vraiment. Au début, je pensais que j'avais des capacités que les autres avaient. Et c'est quand j'ai vu qu'en les évoquant, ça créait un genre de gros bug, que j'ai compris que je les avais, que les autres ne les avaient pas. Ouais. Mais sur le coup, non. Je pensais que une perception extrasensorielle était une perception normale. Et qu'on pouvait l'évoquer comme on pouvait évoquer. Que si je pouvais raconter ce que je voyais, je pouvais le raconter comme je pouvais raconter ce que j'avais entendu ou ce qu'on m'avait dit. Oui. J'avais pas fait clairement la différence. C'est autour de 8-10 ans que là j'ai bien fait la différence. Et à l'adolescence, alors là, nettement, très nettement, là j'ai pigé. Ah oui, Maude Christen est mon invitée dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec ce livre Ma vie et l'invisible aux éditions Presse du Châtelet. Maude Christen, sous prétexte de graphologie, parce que votre père s'était intéressé à la graphologie, vous avez en fait donné votre première consultation. Oui, absolument. Racontez-nous ça. C'est une première voyance tout à fait spontanée, où là j'ai manifesté une malhonnêteté assez rare. J'étais chez une camarade et elle me montre une carte postale dont je me rappelle plus du tout l'image, mais qui venait de l'étranger. Et je lui dis que son oncle vit au bord de la mer et je précise beaucoup de choses sur la vie de cet oncle et de ses enfants. Et elle me dit c'est extraordinaire ce que tu me dis là. Alors je crois que c'est une carte postale, je sais plus, c'était peut-être Londres, ou je me rappelle plus, c'était une ville. Elle me dit mais comment tu peux savoir où vit mon oncle ? Et là, prise de court, parce que je m'étais un petit peu laissée aller, j'ai soudain une idée que je trouve géniale. Et comme mon père avait à la maison des bouquins de grapho, que j'étais en train de regarder l'écriture de cet oncle, qui bien sûr était un support pour moi, je dis voilà, c'est de la graphologie. Voilà. Et la maman de la jeune fille, qui était très drôle et qui était pas dépourvue de sens pratique, c'est tout de suite empressée de me dire dis donc, j'ai un copain, j'ai un copain, je voudrais savoir des choses là, tu crois que ça va marcher entre nous? J'avais 12 ans. Et alors là-dessus, je lui ai dit que son copain était marié, qu'il avait des gros problèmes avec un enfant, qu'il quitterait pas sa femme. Ah bon, dis donc, oui, c'est vrai, il est marié, il a des gros problèmes avec un enfant. C'est bien la graphologie, c'est vachement précis. Alors rétrospectivement, j'ai honte parce que je sais maintenant fort bien ce qu'est la graphologie, puisqu'il m'arrive, quand je travaille pour des cabinets de chasseurs de tête, d'être utilisée comme un expert, comme des graphologues sont des experts. J'en ai rencontré, et bien entendu, c'est la graphologie quelque chose de formidable et d'extrêmement précis sur le tempérament et sur les possibilités, les aptitudes de quelqu'un. Mais en revanche, ça ne permet évidemment pas de savoir qu'un monsieur est marié et qu'il a des problèmes avec son fils. On est d'accord. Et il fallait bien que vous mettiez le couvercle sur ça, sur ce que vous aviez donné comme information. Je m'étais un petit peu laissé aller parce que si vous voulez, longtemps, j'avais du mal comme j'ai vécu quand même très isolée, je suis fille unique, mes parents n'avaient pas d'amis, c'était un univers extrêmement sclérosé. J'avais beaucoup de mal à me situer à l'extérieur jusqu'où je pouvais aller et pas. Vous voyez, j'avais des problèmes avec les bords et les contours dans le champ social. Et là, je m'étais laissée aller puisque j'avais eu la carte postale. Je voyais quelque chose, je l'avais dit. Il fallait bien entendu que j'arrête ce truc. Que j'arrête ce truc pour pas que je sois pénalisée. Donc j'ai raconté ça. Voilà. Dites-moi, Maude Christen, pour se recentrer sur vous, la jeune adolescente que vous avez été, vous avez traversé une période punk, c'est ça? Oui, punk, façon de parler. Sex Pistols, Sex Pistols, c'était à la mode, mais. J'ai été très marquée. En fait, j'ai été sauvée, vraiment, je crois qu'il faut le dire. J'ai été sauvée par mon amour de la musique et par mon amour du rock anglais. J'ai été sauvée, je l'ai pas écrit, je vais vous le raconter. La musique, en fait, je l'écoutais dès que je sortais de l'école, j'écoutais de la musique et je m'arrêtais qu'en m'endormant. Et comme j'avais pas de sous pour acheter des CD, j'avais un deal avec une boutique de disques. Je distribuais des
prospectus pour eux sur les pare-brises des voitures et à la sortie des gares. Et en échange, ils me faisaient venir les vinyles que je voulais. Et les vinyles que je voulais, c'était les vinyles de Brian Ferry, c'était les vinyles de Roxy Music, c'était les vinyles de David Bowie. Bon plan. C'était les vinyles de Nina Hagen. Et c'est des choses que même à l'époque, mes camarades n'écoutaient pas. Ils étaient beaucoup plus soft, ils écoutaient Genesis, Peter Gabriel. Et moi, je faisais venir les Sex Pistols, je faisais venir Patti Smith. Et je me rappelle du premier vinyle de Patti Smith que j'ai dû écouter en boucle pendant, je sais pas, pendant un bon mois. Ça m'a sauvé la vie, vous voyez. Non seulement à cause de la musique, mais à cause de tout ce que ça me... Si vous voulez, il y a une esthétique. Enfin, c'est pas une émission sur le rock, mais il y a une esthétique dans ce rock. Il y a un niveau d'expression, qui est quand même extraordinaire. C'est pas de la sous-culture. Ah non, non. Non, mais... Je vous dis ça parce qu'on m'a sorti ça il y a 8 jours, c'est de la sous-culture. Je dis non, ce n'est pas de la sous-culture. Alors, je ne dirai pas à l'antenne ce que je considérais être comme de la sous-culture pour ne pas vous faire d'emmerde, parce que je suis une invitée polie. Mais non, Brian Ferry, ce n'est pas de la sous-culture. Voilà. Certainement pas. Ah non. Ni Roxy Music d'ailleurs. Ni Roxy Music, voilà. C'est de la sous-culture. Bon, bref. Ok, si on dit que les Sex Pistols, par exemple, qui pourtant musicalement peuvent être critiquables, c'est de la sous-culture, c'est à ne rien y comprendre. Ils ont été quand même à la naissance d'une vague des punks, qui était quand même un mouvement social très important. Enfin bref, on va pas rentrer là-dedans parce qu'on y passerait des heures. Je pense qu'il y a je crois qu'il y a des sensibilités, si vous voulez, il y a des sensibilités qui, je pense que la musique c'est exactement comme vous voyez, c'est exactement comme la voyance. D'ailleurs en astrologie c'est la même chose puisque c'est Neptune qui gouverne l'un comme l'autre. Bon, vous voyez, il y a des enveloppes dans lesquelles je peux rentrer en décrivant assez fidèlement le contenu. Et puis, il y a des enveloppes dans lesquelles je ne rentrerai jamais. Je pense qu'il y a des êtres qui ne peuvent pas être en résonance avec certaines œuvres et avec certains auteurs et avec certains artistes. Quand on ne peut pas, quand on ne peut pas vibrer sur cette culture, je peux comprendre qu'on considère que c'est de la sous-culture. Oui, il y avait des gens qui ne peuvent véritablement pas y rentrer, ils n'ont pas les clés. Revenons à votre vie et à vos particularités, à ce talent de voyance que vous possédez, Maud Christen, et continuons à avancer dans votre livre. Vous avez, écrivez-vous, fréquenté plusieurs associations spirituelles. Oui, absolument. Sans y trouver ce que vous y recherchez. Non. Ok. Mais racontez-nous ces expériences. Quel type d'association spirituelle, entre guillemets, vous restez volontairement flou, hein? En fait, oui, on va le rester par, vu ce que j'ai à en dire, on va le rester par charité chrétienne. Voilà. En fait, à l'année du bac, je me posais vraiment des questions sur l'existence de Dieu, puisque je pouvais le penser comme ça, étant donné dans une culture chrétienne, et je me suis dit tiens, je vais chercher à contacter et à la fois j'étais très intéressée par l'Orient. Et en fait, j'ai contacté par une amie que j'avais rencontrée des associations qui sont, je dirais, proches de la théosophie. Je ne dis pas que ce sont des théosophes, mais proches de la théosophie, et qui avaient pour particularité d'essayer de synthétiser, je dirais, l'apport occidental, l'apport de la spiritualité chrétienne occidentale et des spiritualités orientales. Et ce que j'y ai découvert ne m'a pas beaucoup intéressée dans la mesure où j'ai vu qu'à l'intérieur de ces doctrines se réfugiaient des personnalités qui étaient essentiellement avides de pouvoir. Et de même qu'il y a aujourd'hui un jeu vidéo qui s'appelle... non, c'est pas vidéo, c'est un jeu sur Internet qui s'appelle Second Life. Ça vous dit quelque chose? Oui, où on crée un avatar et on se crée une deuxième vie. Et puis, c'est un jeu qui a énormément de succès, on en parle partout. Oui, tout à fait. Et les gens ont une espèce de deuxième vie où ils créent un double physique, psychique, ils communiquent entre eux, ils échangent. Bon. Ce que j'ai trouvé dans ces associations, c'est ça, c'est-à-dire des personnes qui avaient énormément de mal avec la réalité et qui, au fond, à travers cette espèce de Second Life, se retrouvaient toujours des réincarnés prestigieux. Alors, si vous voulez, au bout de la 25e réincarnation de Toutankhamon, de Napoléon et de Marie-Antoinette, vous vous dites, mais où sont passés les esclaves noirs et les femmes de ménage? Ils ne sont donc jamais réincarnés. Non. Alors, c'est quelque chose, même à 17 ans, qui m'a vite... je pense qu'en dehors de la musique, ce qui m'a sauvé la vie, c'est un très grand sens de la
réalité, je dirais un très grand attachement à la réalité et à son observation. Or, pour moi, la spiritualité, ça sert à être mieux dans sa vie ici et maintenant. Si ça doit servir à alimenter des chimères en fantasmant des existences de gloire et de pouvoir que l'on n'a pas eu, pour permettre d'éviter les problèmes qu'on a ici, maintenant et aujourd'hui dans nos vies et de chercher à les résoudre, alors dans ces cas-là, il faut en finir avec la spiritualité. Très bien. Voilà. Mais je dois dire que ce sont des expériences qui se sont mal passées. Il y a aussi des associations spirituelles et j'ai aussi rencontré, bien plus tard, notamment en exerçant mon métier, des gens qui appartiennent à ce type d'association, qui ne ressemblent pas à ça, qui sont des gens merveilleux, généreux, qui ont un vrai parcours initiatique. C'est aussi un coup de malchance, vous voyez. Je ne veux pas faire aux associations spirituelles le mauvais coup qu'on fait aux voyants quand un mauvais journaliste va voir des mauvais voyants et dire tout ça c'est des conneries, la preuve, je suis allé dans un salon et on m'a dit des bêtises. Je ne veux pas leur faire ce coup-là, vous voyez. Ça serait pas honnête. Maude Christène, vous restez avec nous, une pause et on se retrouve dans quelques instants pour toujours partir à la découverte de votre vie, de ce qui vous a fait que vous êtes Maude Christène maintenant. On va parler dans quelques instants de cette thérapie que vous aviez entamée très jeune pour vous découvrir et surtout, je suppose que le thérapeute a dû être étonné quand vous lui racontiez ce que vous pensiez être vos rêves, c'est-à-dire des rêves, c'est-à-dire le produit de votre inconscient. C'était absolument pas le produit de votre inconscient, c'était des rêves prémonitoires, vous nous raconterez ça. Comment est venu, parce que moi je croyais que vous appeliez réellement Maude Christène. En fait non, c'est un pseudo. Comment c'est arrivé? C'est même pas vous qui l'avez trouvé. Donc on va en parler dans quelques minutes. Si vous voulez nous envoyer des SMS, participer à cette conversation, vous savez que vous le pouvez. Vos réactions sont les bienvenues, vous qui nous écoutez. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour en discuter avec Morad et ensuite, pourquoi pas, il me transmet vos questions ou encore les envoyer par SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Ma vie et l'invisible aux éditions Presse du Châtelet, c'est le titre du nouvel ouvrage publié par Maude Christène. J'allais dire du dernier ouvrage, mais je l'avais fait 2 ou 3 fois et puis un prof de journalisme m'a dit mais c'est pas le dernier, elle en écrira peut-être d'autres. Ah ben on ne sait pas, hein. Ça va être sur le réchauffement planétaire. On est peut-être au bout là, monsieur. Oh, au train où va la Terre, ça. Je voudrais pas que vous fassiez une préconition. Voilà. Alors, donc, Maude Christène est mon invitée dans Les Aventuriers de l'étrange. On a parlé des associations spirituelles que vous avez fréquentées, puis finalement, vous êtes tourné vers votre propre cheminement. Vous avez notamment entamé une thérapie avec l'enfance que vous avez eue. On comprend pourquoi. D'ailleurs, tiens, juste 30 secondes pour qu'on comprenne bien. Lorsque votre marraine est décédée, quelqu'un à qui vous teniez beaucoup d'ailleurs, vraiment énormément, vos parents vous ont appelé en vous disant voilà, on va te toucher, tu vas hériter à travers nous, et vous avez appris à ce moment-là qu'ils avaient gardé scrupuleusement l'étiquette de caisse, enfin toutes les dépenses qu'ils ont fait pour vous à partir du moment où vous avez quitté le domicile pour vos études, c'est ça? Oui, absolument. Oui. Ça doit être effarant, Et ils voulaient le défalquer de l'héritage, évidemment. Je sais bien, tout paraît toujours effarant dans ces histoires-là quand on est issu d'une famille normale. Mais moi, ça m'a pas paru effarant parce que, si vous voulez... Oui, vous avez grandi là-dedans. Oui, donc j'ai pas été plus secouée que ça. Je me suis dit, bah oui, c'est comme d'hab. Oui, ça change pas, oui. Oui, mais ça m'a pas d'ailleurs gênée. C'est surtout que ma marraine soit morte qui me gênait. Évidemment. Et je dois dire que vous avez lu, bien entendu, qu'il leur est arrivé un mauvais tour, puisque en fait, ma marraine s'était elle-même rendue compte qu'il y avait quelques petits soucis de parole du côté de mes parents, et avait bien entendu fait en sorte que cet héritage ne soit surtout pas à travers eux. Voilà. Ouais. Et c'est vous qui avez tout, finalement, sauf le chauffeur qui a eu l'appartement. Voilà, ce qui est pas mal. Alors, parlons un petit peu de cette thérapie. On comprend pourquoi vous vouliez faire cette thérapie. C'est déjà courageux de s'en rendre compte et de dire voilà, je vais y voir plus clair pour pas reproduire des erreurs que j'ai déjà produites. C'est-à-dire que j'avais commencé ma vie amoureuse, comme beaucoup de gens, de manière très passionnée, et j'avais rompu mes fiançailles à je sais pas, peut-être à 2 mois de mon mariage. En
en partant à toute berzingue dans une histoire assez destructrice, bon, auquel j'ai mis un terme assez rapidement, mais je me suis dit là, c'est pas possible, je peux pas faire souffrir les autres comme je le fais, et je peux pas moi-même souffrir comme je souffre parfois. J'avais compris que la vie affective risquait d'être ou pour moi une blessure infinie, ou pour ceux qui m'approchaient une torture. Donc je voulais sortir de cette bipolarité. Hein. Et j'avais compris très tôt que j'aurais du mal à faire autre chose. Donc je suis allée voir un thérapeute. Vous avez lu, c'est rigolo, c'était un thérapeute qui habitait au-dessus d'une librairie ésotérique. Oui, ésotérique, oui. Et alors, j'avais jamais vu ça de ma vie, une librairie ésotérique, parce que je le précise d'ailleurs dans mon livre, chez moi, il n'y avait aucun intérêt ni pour la spiritualité, ni pour l'ésotérisme. Ouais. Et ce qui est marrant, vous avez été attiré par une boule de cristal. Oui, alors qui j'ai était dans la regardé cette vitrine, qui était un peu effarante, où il y avait de tout, évidemment, les pires horreurs, enfin bon, voilà. Et je me disais, mais j'étais vraiment terrorisée. Je me rappelle, il y avait un livre qui s'appelait Les pouvoirs cachés de l'esprit. Oui. Je me disais, il doit bien y avoir quelque chose de vrai là-dedans. Et à la fois, bon, il y avait toutes sortes de poupées. Il y avait des petites, je me rappelle, il y avait des petites figurines en cire pour faire de l'envoûtement, etc. dans la vitrine. Je me disais, quelle horreur. Et j'étais complètement tétanisée. Et mon psy habitait au premier étage, juste au-dessus. C'est quand même drôle, non? Donc pendant plusieurs mois, je suis passée devant les pouvoirs cachés de l'esprit, les petites amulettes, voilà. Et quand je me suis retrouvée face à cette dame qui était très gentille, qui était très douce, c'était une psychanalyste assez classique. Elle m'a dit voilà, vous allez me raconter vos rêves. Alors j'ai raconté mes rêves. Et là, j'ai vite arrêté c'est là où j'ai vraiment pigé que je voyais, que j'étais voyante, parce que je lui racontais des rêves extrêmement précis qu'elle cherchait à interpréter comme du matériel analytique. Oui. Et ce que je racontais se produisait, n'était pas symbolique, mais était purement factuel et se produisait dans les mois qui suivaient. Je précise que c'était des choses sur lesquelles j'avais aucune influence, parce que sinon on pourrait toujours dire c'est vous qui les avez produits. Par exemple, je lui raconte qu'une personne que je connais très bien m'invite à son mariage. À l'époque où je lui raconte ça, cette personne est célibataire. Ouais. Je la vois mariée avec un homme dont je fais une description physique très précise. Et scène peu banale dans un mariage, le lendemain, au bord d'une piscine, son mari vient lui caresser le cou et l'épaule. Elle se retourne brutalement et lui dit « Ah, ne me touche pas, je ne te supporte pas ». Bon. Je raconte ça à mon thérapeute qui s'empresse de me dire qui est cette personne pour vous, quels sont les liens que vous avez. Ah bon, un monsieur grand et chauve, et c'est quoi pour vous un monsieur grand et chauve? Est-ce que votre père est chauve? Enfin, oui, classique, un travail classique. Oui. Bon. Or, plusieurs mois plus tard, la personne en question me présente son fiancé qui est grand, chauve, avec des lunettes. Se marie, mariage auquel j'assiste. Le lendemain matin, ils sont au bord de la piscine et bien entendu, la scène finit de se dérouler à la virgule près comme je l'ai vu. Oui. Bon, alors, il y en aurait eu qu'un comme ça, mais il y en a eu des demi-douzaines. Et là, très rapidement, j'ai compris qu'en fait, ce que nous étions en train d'essayer d'interpréter comme des choses qui m'auraient appartenu m'étaient étrangères et que mon psychisme était poreux au monde. Ouais. Et en fait, servait juste de polaroïde pour que viennent se révéler des informations qui allaient toucher des proches, mais qui ne me concernaient pas, qui ne me concernaient en rien. Il y avait quand même, parmi tout ce matériel, de quoi être utilisé par votre thérapeute, enfin, des rêves qui venaient vraiment de votre inconscient? Écoutez, quand je me suis rendu compte de ça, et on s'en est rendu compte ensemble, d'ailleurs, je dois dire que je voyais plus très bien comment continuer, parce que comment voulez-vous faire quand vous avez des échantillons de travail sur lesquels vous pouvez pas travailler puisque vous savez pas vous savez pas ce que ça va être avant. Mais comment est-ce qu'elle l'a pris? Parce que c'est intéressant, tiens, sa réaction quand parce que vous avez dit on s'est rendu compte de ça, c'est-à-dire la thérapeute. C'est-à-dire que moi je l'ai dit, elle a acquiescé, voilà, moi je l'ai dit ce qui se passait, elle a acquiescé, elle avait l'air un peu inquiète, mais vous savez c'était des thérapeutes très classiques qui disent pas un mot, qui font qui sont très onomatopants. Voilà. Donc j'ai senti qu'il y avait une forme de gêne. Alors je ne sais pas si elle m'a cru. Elle a peut-être pensé que j'étais délirante ou que j'essayais de l'embaucher. Irrémédiablement perdue, oui. Je n'en sais rien. Mais je sentais la gêne croître en tout cas de manière profonde. Et puis peu à peu j'ai mis un terme. Mais ce qui était important, c'est que vous l'avez compris. Ah oui, à la limite, ce
qu'elle en a compris, j'en sais rien, et très franchement, c'est pas très grave. Moi, je l'ai compris, parce que si vous voulez, là, l'expérience était devenue nette parce que je l'avais énoncée. C'est là où j'ai vu quand même les bienfaits de la thérapie, c'est que le fait d'énoncer les choses les change. Des rêves prémonitoires qui s'étaient produits, j'en avais fait des centaines, mais dans la mesure où il y avait toujours un décalage entre le moment où je le rêvais, le moment où ça se produisait, et où bien entendu, sur le nombre de choses qu'on rêve, il y en a bien qui vont finir par se produire, ne serait-ce que statistiquement, j'avais pas fait très attention. Enfin, je savais que je voyais, mais j'étais pas certaine en tout cas. Alors que là, quand je vous passais des heures, il y a tout de même aussi le fait de payer quelqu'un pour ça, à évoquer ses rêves de manière extrêmement précise, avec un luxe de détails, et que tout ça se produisait 2 ou 3 mois plus tard, bon bah là évidemment je pouvais plus me replier. Surtout que ces rêves, vous les notiez, hein? Ah oui, alors ça j'ai commencé à faire ça quand j'avais 14 ans, j'adorais ça. Je notais certains de ces rêves. Oui. Ensuite, pour continuer à avancer dans votre vie, vous avez travaillé dans la communication. Oui. Grâce à des amis que vous avez rencontrés dans une librairie. Oui. Et avec qui il n'y avait pas, a priori, dès le départ, pas plus d'affinité que ça. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu quand même beaucoup de chance dans ma vie d'avoir été, je dirais, aidée, guidée et valorisée à une époque où j'étais extrêmement fragile psychiquement par des gens auxquels je pouvais faire confiance. En fait, le côté insolite de l'histoire, c'est que les amis en question appartenaient à des milieux sociaux beaucoup plus privilégiés que les miens. C'était des milieux parisiens, grands bourgeois, aristocratiques, ce qui n'était pas du tout mon cas. Comme vous le dites d'ailleurs, des halls d'entrée aussi grands que l'appartement de mes parents. Oui. Et normalement, quand on a lu Bourdieu, on sait très bien que les gens se mélangent pas socialement. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez sympathique, c'est-à-dire que en fait, ils m'ont reconnu des talents. Alors d'abord au niveau de l'écriture, et puis d'autres au niveau humain. Alors qu'au fond, j'avais déjà eu beaucoup de copains quand j'étais beaucoup plus jeune, au début de mon adolescence, mais compte tenu des problèmes familiaux que j'avais eus, c'était toujours des copains qui, alors là, à l'opposé, étaient, je dirais, issus de milieux particulièrement défavorisés. Vu ce que je vivais chez moi, je pouvais pas avoir une vie enfin, des amis bien classiques dont les parents auraient été, comme les miens, des cadres moyens, paisible, c'était pas possible. Bon, donc évidemment, quand j'étais très jeune, j'étais en lien avec des gens qui étaient issus d'univers à la fois socialement et familialement très éprouvés. Et j'étais aussi extrêmement seule. En revanche, contrairement à ces jeunes, moi je lisais beaucoup et j'écrivais beaucoup. Donc ça me donnait une vie intérieure, une espèce de production entre ça et le rock, si je puis dire. Ça me soutenait dans une vie intérieure qui était tout de même assez particulière. Il se trouve que j'ai pu partager ça avec ces jeunes issus d'un milieu, eux, beaucoup plus privilégié, peut-être parce qu'on avait aussi les mêmes goûts littéraires et culturels, mais en tout cas, ça a fonctionné. Et ça m'a beaucoup aidée parce que, si vous voulez, à un âge où on a des problèmes familiaux dramatiques, j'étais pas une bonne élève, je le précise, j'ai eu mon bac à 17 ans, mais c'est un hasard. J'ai fait 2 ans de droit où je me suis un peu accrochée, mais j'étais pas ce qu'on appelle une bonne élève. Les enseignants m'avaient pas reconnue. Mon milieu familial m'a piétinée, c'est peu de le dire. J'étais quand même dans une situation d'isolement quasi total. Et le fait d'avoir, quand on est très jeune, non seulement des jeunes de notre âge, mais aussi leurs parents, qui ont été assez formidables pour moi, qui vous disent, voilà, c'est bien ce que tu fais, tu es doué, il faut que tu continues, il faut que tu écrives, tu deviendras un écrivain, c'est extrêmement mobilisant. D'autant qu'on se dit, après tout, c'est des gens qui voyagent dans le monde entier, qui sont extrêmement cultivés, dont certains sont des grands noms français. Après tout, s'ils me trouvent si bien que ça, comme ils ont le recul et qu'ils ont vu du monde, c'est que je vaux peut-être quelque chose. Et ça m'a évidemment beaucoup aidé. Ça m'a aussi aidé à un autre niveau. C'est que quand j'ai commencé à exercer, finalement assez jeune, puisque j'avais 23 ans, le fait d'avoir passé quelques années dans des milieux extrêmement privilégiés m'avait vraiment rodé socialement et faisait que j'étais plus du tout dans cette espèce de, je dirais, d'ivresse bien compréhensible des gens qui réussissent, que ce soit dans le patinage artistique, dans le foot ou dans la voyance, et qui sont issus de milieux très modestes et qui sont d'une certaine manière aveuglés, vous voyez, par les propositions, et ça a été extrêmement initiatique pour moi, parce que quand j'ai fait ma première télé, j'avais 23 ans, quand des gens, je dirais, issus de milieux similaires ont commencé à m'inviter à dîner, etc., je me suis pas sentie obligée d'accepter pour avoir une promotion sociale, parce que d'une certaine manière, tous mes amis depuis que j'avais 17 ans appartenaient à des milieux privilégiés. Donc j'ai pas pu me comporter en courtisane. Et ça, je pense, ça a été une chance énorme, parce que je ne sais pas comment j'aurais réagi
si j'étais passée, je dirais, sans palier de décompression, de ma banlieue ouest résidentielle et tranquille à un succès tout de même assez violent à un âge où j'étais quand même très jeune, parce que j'avais que 23 ans. Je ne sais pas comment j'aurais passé la barre, vous voyez ? Oui, ça aurait pu être destructeur. Voilà. Alors que là, ça m'a pas, j'ai pas été plus impressionnée que ça. Ça m'a beaucoup apporté. Ils m'ont beaucoup apporté. Alors, vous rentrez. Mais ils m'ont beaucoup apporté. Vous les voyez encore d'ailleurs ? Oui, bien sûr. Il n'y en a plus un qui vient en France. Tout le monde est parti à l'étranger, mais on a toujours de bonnes relations. Alors, parlons un petit complicité. peu. Parlons maintenant de. Vous êtes rentré donc dans la communication. Tout à fait. Et puis, arrivé un moment, vous dites bon. J'ai envie d'écrire, vraiment. Oui. Là, ça vous prend parce que votre idée à ce moment-là, c'était de devenir romancière d'écrire. Ah oui, là, c'était très net. J'étais rentrée dans la com parce qu'il fallait bien que je travaille. Oui, il fallait manger, donc, quoi. Assez jeune, 20 ans, mon premier poste. J'y réussissais. Ça, c'était comme ça. Parce que, puis, vous savez, dans les années 80, la publicité, c'était quand même très très à la mode, et puis c'était vraiment le secteur sympa, porteur, donc j'y réussissais. Mais moi, j'arrive pas à m'intéresser aux affaires. Vous voyez, le business, c'est un truc qui m'intéresse pas vraiment. Alors, j'y étais pas très heureuse, j'y arrivais, mais j'étais pas très heureuse. Et j'avais vraiment décidé d'écrire, d'autant qu'à l'époque, j'avais une chance immense, parce qu'une jeune femme, qui est la petite fille de Martin Dugard, était à l'époque... je dirais, chargée de lecture pour un très très grand éditeur parisien, et avait eu mes textes entre les mains qu'un de mes amis lui avait donné. Il avait trouvé que j'étais très talentueuse, ce qui était pour moi une chance immense, parce que quand tu as 22 ans, on vous dit voilà, tu vas pouvoir être édité c'est bien, hein. Chez un grand éditeur parisien, c'est quand même une chance absolument inouïe. Le problème, c'est que je travaillais beaucoup, mais vraiment beaucoup. J'arrivais pas à me sortir j'arrivais pas à travailler et à écrire. Et à ce moment-là, ma meilleure amie, qui était une femme extraordinaire, qui avait 20 ans plus que moi, m'a dit écoute, moi je veux bien t'entretenir 15 jours par mois, quand je vais dans le midi de la France, tu viendras avec moi, mais alors les 15 autres jours, quand même, faut pas pousser, tu te démerdes. Je dis mais qu'est-ce que tu veux que je fasse 15 jours par mois ? Et là, elle me dit la voyante extralucide. Écoute, c'est pas très drôle. Tu vois, je suis quand même quelqu'un d'intègre. J'étais un peu vexée. Je me dis là, quand même, elle pousse, parce que si c'est pour me proposer d'un côté de l'aide et de l'autre, j'étais même un peu choquée, vous voyez, par le culot. Elle m'a dit, écoute, on va pas jouer à cache-cache. Tu fais de la voyance tout le temps. Et puis elle venait d'en voir une qui avait été somme toute très nulle. Qui avait été très nulle donc, et qui avait pris très cher. Tu feras pas pire, quoi. Elle était très très énervée. Elle était pas très branchée sur la voyance, mais là elle était vraiment très énervée. Et elle m'a dit bon écoute, là maintenant il faut que tu te débrouilles. J'ai dit mais ça va pas. Et elle était absolument persuadée. Elle m'a dit écoute, je te connais bien. Je l'ai connue quand j'avais 14 ans, donc elle me connaissait depuis un bon moment. Tu es voyante, toi vraiment. Fais ça. Je dis mais je peux pas faire ça quand même. Je peux pas être voyante extra-lucide. Mais si, je vais t'envoyer. Écoute, on va faire un test. Je vais d'abord t'envoyer quelqu'un que tu connais pas. On va voir comment tu vas te débrouiller. Et hop, elle m'envoie une copine. Qu'en effet je connais pas. Et là je raconte à la copine toute sa vie. C'était terrible. Je me dis j'ai dû avoir de la chance. Et puis le problème c'est que quand elle me renvoyait une autre personne, ça se produisait exactement de la même façon. Donc très rapidement elle m'a convaincue de ça, mais moi je voulais pas exercer sous mon vrai nom. Donc je lui ai dit t'aurais pas un pseudo pendant que tu y es? Et elle me dit si Maud Christine. J'ai dit bah c'est bien ça Maud Christine. Et ça a été décidé en 10 secondes, en pensant que ça servirait 6 mois. Mais ça fait 20 ans. Ça lui est venu comment, ça, Maud Christine? En plus, c'est un nom qui claque, elle l'a bien trouvé, quoi. Je peux pas vous dire. Je me souviens très bien, on était en train de manger des tartines beurrées avec du chocolat. Et elle me dit, Maud Christine, ça te va? Mais c'était vrai qu'une grande désinvolture, parce que jamais je ne pensais continuer d'exercer. Jamais. Effectivement, Maud Christine, donc, l'a bien nommée, est mon invitée dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Le titre de son livre, Ma vie et l'invisible, qui vient de paraître aux éditions Presse du Châtelet. Maud Christine, vous avez décidé de faire de la voyance après votre boulot. Donc, fin de journée, les premiers rendez-vous. On est en avril 1987. Voilà, on est en avril 87. C'est le début. Donc je suis responsable du développement chez Médiagestion, qui était une centrale d'achat d'espace publicitaire. Donc gros boulot. Gros boulot. Et le soir, je commence à recevoir des clients qui sont envoyés par bouche à oreille, ainsi que par la seule publicité que j'ai passée dans ma vie, qui était 3 lignes dans le Nouvel Obs, et qui disait Maud Christine, une autre conception de la voyance. Voilà.
Bon. Des gens arrivent, des inconnus. Je prends 200 francs d'honoraires. Je les fais asseoir, je commence à leur parler de leur vie. Dans quel état d'esprit êtes-vous alors? Inquiète, tendue, heureuse, excitée? Comment? Absolument terrorisée, avec un sentiment d'incompétence majeur. Je me dis, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Je suis paniquée, angoissée, mal à l'aise, et je me demande comment je vais me sortir du bourbier dans lequel je me suis mis. Parce qu'en plus, vous n'assumiez pas cette étiquette de voyante, hein? Ah bah pas du tout. Quand on est parisienne, dans 87, et qu'on travaille dans la communication, qui à l'époque le fleuron de la distinction, on ne peut pas assumer d'être voyante extra-lucide. Quand même, où allez-vous? Est-ce que vous avez été rassurée au bout de j'ai été très vite 3 rassurée, parce qu'en fait, dès que j'étais face aux gens et que je les regardais dans les yeux, ou que je fixais d'ailleurs n'importe quel objet qui était derrière eux ou devant moi, j'avais des perceptions extrasensorielles. Je pouvais leur décrire leur fils, leur maison, ce qu'ils étaient en train de faire. J'avais des scénarios qui remontaient et qu'à chaque fois, ils validaient. Non seulement j'ai été sécurisée, mais j'ai été, je dirais, absolument émerveillée parce que j'ai découvert ce que je ne savais pas jusqu'à présent, c'est-à-dire à quel point la voyance était bénéfique, utile, apaisante. Parce qu'enfin, ce que je voyais servait à autre chose qu'à moi-même, et à me poser la question de tiens, c'est bizarre ce truc, pourquoi je vois? Ça avait enfin une efficacité, ça cessait d'être des balles à blanc, ça devenait quelque chose de constructif. On abattait des problèmes. Les choses pouvaient être dites, restituées, la vie des autres remise en trame, repensée. Et ça a un effet extrêmement soulageant. Vous savez, quand vous êtes face à quelqu'un qui vous dit depuis l'âge de 17 ans, vous avez perdu votre père, ça a été une épreuve extrêmement difficile pour vous, et puis vous avez erré de pays en pays, et puis vous avez rencontré un homme qui était comme ci, comme ça, puis vous avez eu un enfant, et maintenant vous êtes à un moment difficile parce que vous ne savez pas ce que vous devez faire de votre couple. C'est merveilleux. Et je lisais sur le visage des gens qui étaient en face de moi cette espèce de bonheur et de soulagement d'être compris, je dirais, de manière tellement instantanée, vous voyez. Alors, on n'a pas le temps malheureusement parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps de parler des consultants, ce qu'ils doivent attendre d'une voyante ou d'un voyant. La voyance réussie est une arme à double tranchant, vous l'avez à peine effleuré. En revanche, j'aimerais que vous nous disiez, parce que je trouve qu'il y a un passage qui est vraiment passionnant dans votre livre, c'est « Le futur est-il écrit ?» Alors, vaste question, et si oui, par qui? Vaste question. Alors d'abord, commençons par le début. Le futur est-il écrit? Alors, je crois que c'est une question qu'il faut poser exactement comme on la pose à un généticien. C'est-à-dire que on a une idée du futur où tout écrit, ou tout libre. Bon, je pense que cette idée binaire est fausse. De même que dans notre patrimoine génétique, nous avons des choses que vous ne pouvez pas changer, que nous ne pourrons pas changer. La couleur de vos yeux, elle est écrite une bonne fois pour toutes. Vous êtes d'accord? En revanche, une prédisposition au cholestérol, une prédisposition à des problèmes de tension artérielle, parce que cette prédisposition est héréditaire et qu'elle est marquée génétiquement, qu'elle est présente génétiquement, peut très bien se déclencher ou ne pas se déclencher. Il va falloir que vous y participiez. Or, ce qui est extrêmement troublant en voyance, et je crois qu'il faut vraiment l'expliquer, c'est qu'on annonce sur le même ton des événements qui arriveront quoi qu'il en soit, exactement comme la couleur de vos yeux est déterminée quoi qu'il en soit, et des événements qui, pour qu'ils se produisent ou ne se produisent pas, demandent votre intervention, demandent votre participation, plus ou moins lourde, plus ou moins légère. Alors, ça crée, si vous voulez, une espèce de difficulté chez ceux qui écoutent ces prédictions. C'est de comprendre au fond, alors si tout est écrit, à quoi ça sert? D'abord, pourquoi je ne crois pas que tout est écrit? Parce que je ne connais pas une fonction psychique qui serve à rien dans l'évolution. Et si nous pouvons percevoir le futur, c'est bien entendu parce qu'il y a un moyen d'action sur celui-là. Sinon, nous n'aurions même pas cette possibilité. Quand les animaux pressentent les tremblements de terre, c'est quand même pour le temps de se barrer. Bon, sinon, ils ne le pressentiraient pas. Ils ne restent pas là à attendre de mourir dans leur tombe. Ils le pressentent et ils s'en vont. La divination, ça sert à agir. Oui, mais ce qui est intéressant dans votre développement, c'est que donc vous mettez une nuance à ces deux extrêmes, évidemment, de c'est écrit où il y a, l'homme décide de tout. Vous dites il y a des événements incontournables, c'est-à-dire qui, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, où qu'on aille, on se les retrouvera toujours devant. Oui, parce qu'ils correspondent à ce que nous sommes.
Quand vous êtes une fleur, vous pouvez attirer une abeille ou un papillon. Oui. En soi, il peut arriver l'un comme l'autre, mais vous ne pouvez pas attirer une clé à molette. Difficilement. Difficilement. En revanche, quand vous êtes un boulon, vous allez rencontrer une clé à molette. Jusque-là, tout est normal. Excusez-moi de le dire avec humour et ironie, mais c'est pour essayer de donner des images qui sont simples. Or, quand on est dans un champ de résonance, je m'intéresse beaucoup à Rupert Sheldrake, je ne suis pas la seule, c'est un éminent chercheur dont vous avez probablement eu l'occasion de parler, et vous avez bien entendu interviewer. Je pense que Rupert Sheldrake a tout dit sur cette question. Nous fonctionnons à l'intérieur de champs de résonance. Ce que voit le voyant, c'est ce que vous êtes en train de produire dans votre vie par ce que vous êtes. Seulement, à la différence de la fleur, qui ne pourra jamais attirer une clé à molette, vous pouvez, vous, arriver à intervenir sur ce que vous êtes par la compréhension de ce que vous êtes et par le modifier, plus ou moins sensiblement. Nous sommes les seuls animaux à pouvoir modifier notre futur en comprenant ce que nous sommes en train de produire, ce qui est tout de même génial. Bon, maintenant, malgré tout, dans ce que nous sommes en train de produire, il y a un champ. De même que j'aurais peut-être pu être prof de dessin, j'aurais pas pu être mathématicienne. Vous voyez, ça c'était pas possible. Bon. Et ce qui est important en voyance, c'est de la possibilité d'informer d'événements qui vont se présenter parce que nous sommes en train, par ce que nous sommes, de les produire et de les attirer. Comme la fleur attire l'abeille. Et je renseigne, si vous voulez, sur ce que nous sommes en train d'attirer dans notre champ. Donc oui, le futur est écrit, et à la fois non, parce que s'il se révèle à l'intérieur de cette écriture quelque chose d'extrêmement difficile, on peut parfois arriver à le modifier en l'évitant. Vous êtes adepte du parler vrai. Oui. On l'a compris un petit peu lorsque vous recevez quelqu'un, c'est-à-dire que la personne qui vient vous voir, ou qui va voir un voyant, une voyante, digne de ce nom du moins, doit être prêt ou prête à tout entendre. Alors, tout entendre, il y a des limites quand même, on ne va pas annoncer des morts tragiques, ça ne se fait pas. D'abord, on en voit fort peu, mais enfin, quand on en voit, on ne va pas les annoncer. Bon. Après, il y a des problèmes éthiques et de déontologie comme dans n'importe quelle profession. Maintenant, en fait, je pense qu'il faut revenir sur ça et peut-être conclure là-dessus. Je pense qu'il faut être clair. Quand on va voir un voyant, c'est pour avoir des informations sur ce qu'on est en train de vivre et sur la manière dont ça va évoluer. C'est pas pour entendre ce qu'on veut entendre. Il y a dans notre culture, qui est rationaliste et qui ne reconnaît pas la divination comme quelque chose d'évident et d'incontestable, une ambiguïté. Beaucoup de gens, quand ils montent l'escalier qui les mène chez la voyante ou le voyant, sont dans une quête qui n'est pas finalement une quête de voyance, mais plutôt une quête de parole prostituée, où ils souhaitent entendre écoutez, dans la bouche de l'autre, la réalisation des désirs qu'il projette. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, pollue et pourrit le travail de beaucoup de voyants, beaucoup de mes confrères. Moi, moins maintenant, parce que j'ai atteint, un niveau de notoriété qui fait que les gens qui sont dans cette demande ne viennent pas vers moi, parce qu'ils savent que je ne travaille pas de cette façon. Mais pendant des années, j'ai été obligée, disons-le crûment, de mettre à la porte, parfois assez vertement, des gens qui venaient entendre et payer de ma part une parole qui était d'entendre que leur sœur tant détestée allait décéder, que leur amant marié allait bien sûr quitter sa femme et ses 5 enfants, que ce diplomate vaticanais avec lequel elles avaient des relations amoureuses allait bien entendu quitter les ordres, et toutes sortes de fantaisies. Avec une pression psychologique qui montait très clairement, vous voulez pas me dire ça, donc vous êtes une mauvaise voyante. Et ça, c'est quelque chose que mes confrères subissent. Alors, je suis pas en train de dire que les voyants sont des victimes et que les clients sont de véritables abominables personnages qui poussent dans le retranchement des médiums innocents, mais ça existe aussi, si vous voulez. De même, quand on parle, vous savez, du charlatanisme, de la voyance par téléphone, on peut pas dire qu'il n'y a pas de victimes, on peut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui sont ruinés, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'esprits simples qui sont abusés, mais globalement, quand les gens utilisent ce type de service, j'ai eu cette conversation avec une jeune femme dans une émission de télé il n'y a pas longtemps qui était d'une grande intégrité. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous pouviez imaginer que des gens qui passent des pubs dans lesquelles ils écrivent plus grand voyant du monde, disponible 24 heures sur 24, numéro de carte bleue, téléphone, est-ce que vous pouvez imaginer que ces gens ont des dons de voyance? Elle m'a regardée, elle me dit bien sûr que non, je ne l'ai jamais imaginé. Simplement, j'appelais pour entendre ce que je voulais entendre. Elle l'a reconnu. Alors après, qu'elle soit tombée dans une addiction,
que ça lui ait coûté des milliers d'euros de téléphone. Ça, c'est un problème comme peut en générer le jeu, oui, peut en tout générer à fait, par les exemple. casinos, l'alcool. Bon, beaucoup de gens vont au restaurant pour se faire plaisir, peu deviennent alcooliques, certains le deviennent. Beaucoup de gens appellent ce type de service pour entendre ce qu'ils ont envie d'entendre et l'entendent et s'en tiennent là. D'autres, parce qu'ils sont plus fragiles, basculent. Mais on ne peut pas véritablement parler d'escroquerie parce que je crois que le consultant lui-même n'est pas dupe. Vous voyez, je crois que c'est vraiment autre chose. Et qu'il est important, urgent en France de distinguer les gens qui sont dans une démarche où ils vont utiliser la divination, comme on l'utilise dans toutes les cultures, c'est-à-dire comme un véritable coup de sonde, un scanner, une prise de sang, un examen qui permet de cerner à un moment où on est, qu'est-ce qui est en train de se profiler, qu'est-ce qu'on doit faire. Comme l'oracle du Dalai Lama, voilà, par exemple. Comme l'oracle du Dalai Lama, par lequel j'ai eu le privilège d'être reçu. Sa Sainteté le Dalai Lama utilise des oracles pour diriger. C'est une tradition tibétaine qui continue. Et j'ai eu la chance d'assister au Telo Tse Chu, qui est une fête qui existe une fois tous les 12 ans, l'année du singe, et dans laquelle des oracles en transe sont pénétrés par par des divinités tibétaines qui les informent et qui, à travers eux, informent sa sainteté de ce qu'elle doit faire ou ne pas faire. L'utilisation de la divination, c'est ça. Alors, juste pour conclure, justement, Maud Christène, je voulais savoir que vous répondiez, quand est-il utile de consulter un voyant ou une voyante, d'après vous? D'abord, on va reprendre en essayant d'évoquer les situations où il ne faut surtout pas consulter un voyant. Alors d'abord, il ne faut surtout pas consulter un voyant quand on est extrêmement dépressif et qu'on ne supporte pas d'entendre que les désirs sur lesquels nous butons ne se réaliseront pas. Si il est vital pour vous d'imaginer que la personne avec laquelle vous entretenez une relation amoureuse douloureuse va être la bonne personne pour vous, surtout ne consultez pas. Si à un moment de votre vie, c'est cette idée qui vous tient debout, ne consultez pas un voyant parce que vous risquez d'entendre quelque chose que vous n'êtes pas prêt à supporter. Voilà. Donc on ne consulte pas quand on ne peut supporter qu'une seule réponse à la question qu'on pose. On consulte quand on a l'intention de faire des choix. Quand on cherche une direction, quand on cherche comment employer ses ressources et ses forces, quand on cherche à se découvrir, quand on cherche à savoir ce pourquoi on est fait, quand on cherche à savoir ce que l'autre pense ou veut faire de nous, quand on veut savoir si une relation est réellement possible ou impossible, quand on veut savoir si on doit ou non s'impliquer dans une affaire, dans des études, dans un emploi, mais on ne consulte pas pour entendre ce que l'on désire. Exact. Maud Christène, on se retrouve dans quelques instants pour continuer à discuter ensemble. Vous savez que vous qui nous écoutez, vous pouvez m'envoyer vos SMS au 71 200. Je serai volontiers votre porte-parole. À tout de suite dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Sud Radio. Louis Bénédy. Les Aventuriers de l'étrange. Avec ce soir Maud Christène, mon invité, à l'occasion de la parution de son livre aux éditions Presse du Châtelet, Ma vie et l'invisible. On ne peut pas vous recevoir sans parler, Maud Christène, de votre rencontre avec l'oracle du Dalai Lama. Puis-je dire que vous êtes allé voir un collègue ou un maître ? Un maître. Je n'oserais sans jamais contestation dire possible, un collègue. Je n'oserais jamais dire un collègue. J'ai eu vraiment le très grand honneur, parce que c'est un honneur que n'a jamais eu aucun voyant occidental, d'être reçu par l'oracle Nechung, qui est l'oracle officiel du Tibet. Je dirais pour le dire plus simplement, le voyant du Dalai Lama. Qui rentre en transe, donc on avait vu ça dans un film de Scorsese où c'est un acteur qui jouait son rôle, et il rentre dans les transes profondes dans lesquelles il rentre. Il est, je dirais, possédé par une divinité, ce qui pour nous chrétiens est une idée très compliquée, parce que pour nous c'est le diable et le diable et ses hommes de main et ses démons qui possèdent. Ce n'est pas Dieu. Dieu reste au ciel. Donc eux partent du principe que des divinités, des déités peuvent posséder. Et il est pris par un esprit qui est l'esprit protecteur du Tibet, qui prend possession de son corps appelé support, kuten en tibétain, c'est pour ça que certains l'appellent le kuten, ça veut dire le support. Et cet esprit délivre des conseils et des prédictions à sa sainteté qui sont
extrêmement performante, puisque lors de l'invasion chinoise, c'est le précédent Nechung, donc le précédent support, le précédent Kuten, qui n'est pas celui que j'ai rencontré puisqu'il est décédé, qui a été capable en transe de dessiner à sa sainteté les plans qui lui ont permis d'échapper aux Chinois. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le Dalai Lama, ce n'est pas moi qui le dis, est vivant grâce à cette performance d'oracle qui date, je crois, de 58 ou de 59, où il a pu s'enfuir, grâce au plan dessiné en transe. Et vous l'avez rencontré à quelle occasion? Et est-ce que vous avez passé du temps avec lui? J'ai eu la chance de faire un film documentaire avec Françoise Bottreau et Michel Gardet, qui avaient déjà fait des films documentaires pour sa sainteté, le Dalai Lama, et qui avaient rencontré Nechung, et qui ont eu l'idée de nous faire nous rencontrer. Et un jour, Françoise Bottreau m'a appelé en me demandant si je voulais rencontrer l'oracle du Dalai Lama. J'ai cru une mauvaise plaisanterie tellement c'était extraordinaire. C'était vrai. Et après plusieurs années de rencontres avec des gens du bureau, bien sûr, de sa sainteté, on a fini par avoir gain de cause. Et j'étais extrêmement émue, impressionnée. C'était la première fois de ma vie que j'étais aussi intimidée, parce que j'avais lu beaucoup sur lui, sur son histoire. Il s'appelle Ven Topten Nogdup. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Je serais incapable de le répéter, en tout cas. Il a eu sa première transe en 1987, qui est curieusement l'année où j'ai moi-même exercé. C'est un homme qui a 48 ans maintenant, ou 47 ans, qui a fui lui-même qui lui aussi était un exilé, puisqu'il a fui les Chinois, qui a connu beaucoup de choses extrêmement difficiles dans sa vie. Lorsque je l'ai rencontré, j'ai été frappée, non pas par ses dons extraordinaires, puisque quand il est en transe, il fait de véritables prodiges que j'ai vus pendant le Telo Tsetchu, mais par son humilité, par beaucoup de choses aussi que nous partagions, notamment un très très grand amour des animaux. C'est un homme qui a, je crois, 4 chiens. Il a même élevé une mangouste au biberon. Et détail extrêmement joli, dans son plafond, il y a un trou, un énorme trou. Pourquoi? Parce qu'au milieu de son salon, il y a un arbre. Et en fait, il n'a jamais voulu, quand cet arbre s'est mis à pousser, arracher cet arbre qui a été construit en fait c'est de curieuses maisons à Dharamsala. Et il y a donc un trou dans le plafond pour que l'arbre, qu'on n'abatte pas, puisse aller vers le ciel. Et je trouve cette image qui résume la bonté, le respect que cet homme a pour toute forme de vie, sa sérénité. C'est aussi un grand guérisseur. J'ai eu la chance de participer avec lui à des fêtes spirituelles, durant lesquelles il m'a même convié à ce qui serait l'équivalent d'un office chrétien. C'est comme si j'avais moi-même découpé des hosties dans une église, vous voyez, dans une autre culture. J'ai été conviée donc au rite, ce que peuvent faire des laïcs, je précise. Et j'ai vu des gens du monde, de tout les régions et les peuples autour, je dirais presque du monde entier, parce qu'il y a aussi des Hollandais, des Allemands qui viennent le voir. J'ai vu des Coréens, j'ai vu des Tibétains, j'ai vu des Indiens qui avaient fait des kilomètres à pied pour pouvoir être bénis par lui. Et je l'ai vu faire une guérison absolument extraordinaire sur une jeune fille qui était atteinte d'épilepsie. Et 6 mois plus tard, il semblerait que cette jeune fille n'ait plus de symptômes. Et je l'ai vu faire ça dans des grottes, avec toute une cérémonie extrêmement impressionnante de prière, de bénédiction. Nechung ne tire aucune gloire de ses capacités de guérisseur. Il dit d'ailleurs ne pas en avoir. Il dit juste prier avec succès les Bouddhas pour que les hommes retrouvent la santé. En tout cas, ça marche. Voilà. Pour lui, il n'est qu'un intermédiaire finalement. Alors, lui déjà est un moine. C'est un moine qui dirige un monastère, et le monastère de Nechung. Il n'est donc pas un civil, il n'est pas laïque, il n'a pas de vie personnelle. Il a été moine, je crois, depuis l'âge de 13 ans. Il a reçu cette espèce de charge en ayant sa première transe, je crois, lorsqu'il avait une bonne 20aine d'années. Et toute sa vie est dévouée au service des autres, par la prière, par la méditation, par les centaines de gens qu'il bénit, qu'il reçoit. En revanche, en ce qui concerne la voyance, qui ne se passe que par transe, il n'est que l'oracle de sa sainteté, il ne donne pas de consultation. En revanche, j'ai eu la chance, par un autre oracle, qui, elle, donne des consultations à des laïcs, d'avoir une voyance tout à fait phénoménale.
Yudema, puisque c'est le nom de la divinité qui prend possession de cette vieille dame, m'a fait une consultation. Et c'était absolument extraordinaire, parce qu'il y a 4 ans maintenant, en transe et en tibétain, cette vieille dame qui était totalement, dont les forces avaient décuplé, c'était extrêmement impressionnant, m'a dit, ce qui m'a été traduit, que ma fille ferait du droit et qu'elle aimerait prendre cette voie et que ça lui donnerait beaucoup de bonheur. Or, aujourd'hui, ma fille est en première année de droit à ça, et ça lui donne en effet beaucoup de bonheur. À l'époque, il n'était pas question de droit. Et quand je suis rentrée à Paris et que je lui ai dit ça, j'ai eu la surprise, alors j'étais même pas rentrée à Paris, c'était au téléphone, j'ai eu la surprise de découvrir qu'au moment où Yudema, vieille dame tibétaine, illettrée, ou plutôt Pema, qui est le support de Yudema, puisque c'est toujours la même histoire, m'a fait cette voyance. Ma fille était à 2 jours de discuter avec son papa et de découvrir avec son papa qu'au lieu d'une grande école de commerce, elle avait envie de faire du droit. Voilà. Donc c'est quand même une histoire assez extraordinaire. Ah oui, pour le moins. Oui. Assez extraordinaire. Et tout ce qui m'a été dit durant cette consultation s'est avéré juste. Voilà. On vous sent en même temps extrêmement impressionnée et très très respectueuse. Ah oui, absolument. J'ai eu un gros choc avec les Tibétains. D'abord, je dirais la pertinence de leurs oracles, mais ça, j'avais tout de même suffisamment lu et je me suis tout de même intéressée à la divination sous toutes les latitudes. Donc, je peux pas non plus dire que j'ai été surprise de découvrir de la voyance, alors que moi-même j'en fais tous les jours, même si c'est dans d'autres états de conscience. Je connaissais ces pratiques avant de les avoir rencontrées. Je les ai simplement vérifiées ou validées, ou j'en ai été le témoin, mais j'en connaissais l'existence. En revanche, ce qui m'a frappée, ce que je soupçonnais pas, c'était l'énergie spirituelle extraordinaire qu'il y a chez eux et la présence de la non-violence, qui modifie profondément la pratique de la non-violence, qui modifie profondément les rapports entre les êtres, l'atmosphère générale. Je n'ai jamais vu autant de belles et de bonnes personnes au mètre carré. Jamais. J'étais émerveillée par la douceur des personnes âgées, par leur ouverture, par leur gaieté, par leur spontanéité, par leur joie de vivre, en sachant que la plupart des gens qui vivent à Dharamsala, Dharamsala est une petite ville de l'Inde qui a été donnée par Nehru, dont les terres ont été prêtées par Nehru aux Tibétains en exil. Ce sont des gens qui ont tout perdu. Souvent, leurs parents, leurs frères, leurs biens, tous ont perdu leurs biens. Et se dégage d'eux une joie, une sérénité, une humanité absolument extraordinaire. Ça m'a révolutionné. Mon voyage à Dharamsala a été une révolution spirituelle. Oui. Dites-moi, Maud Christène, quand vous les avez rencontrés, que ce soit l'oracle du Dalai Lama ou cette dame qui vous a fait une voyance, est-ce qu'ils connaissaient votre qualité ? Bien entendu. Le film que nous avons, qui a été réalisé par Françoise Bottreau et Michel Gardet, met en perspective en fait ma pratique et la leur. C'est l'histoire d'une rencontre entre une voyante occidentale reconnue dans sa culture, mais une culture qui malgré tout marginalise la voyance. Et leur rôle à eux dans une culture qui non seulement ne marginalise pas la voyance, mais la met au cœur du système décisionnaire et au plus haut niveau de manière tout à fait officielle. Et que vous ont-ils dit ? Enfin, est-ce que vous avez échangé sur ce talent ? Oui, j'ai eu la chance également de rencontrer... alors, pour les Tibétains, la conception de la voyance est différente de la nôtre. Ils partent du principe que le fait de voir, d'être à la fois clairaudient et de faire de la précognition, clairaudient, clairvoyant et de faire de la précognition, c'est normal parce que ce qui empêche l'esprit de voir et de savoir, c'est l'impureté. Donc pour eux, un esprit... La faculté naturelle d'un esprit libéré d'un certain niveau de pollution, c'est de voir. En ça, d'ailleurs, ils ont une conception qui n'est pas si éloignée de la mienne, quand je vous disais tout à l'heure que pour moi, tout le monde avait des dons de voyance et qu'il fallait juste retrouver un état pour les retrouver. Eux partent du principe que dès qu'on... Alors là, j'entre dans une terminologie qui est la leur, que dès qu'on purifie l'esprit, on voit. Bon. En revanche, ils ont une interprétation karmique de ça, puisque ce sont même des bouddhistes. Ils partent du principe que le fait d'avoir des capacités extrêmement développées, je dirais, est un cadeau karmique, au même titre qu'on peut recevoir une naissance dans un milieu privilégié ou une excellente santé. Ou bon, eux le vivent vraiment comme un cadeau karmique, mais aussi comme une responsabilité. Le grand maître qui m'a reçu, qui s'appelle Kuntrul Rinpoche, qui en fait est chargé par sa sainteté le Dalai Lama de purifier les oracles, de
de les amener à avoir une meilleure gestion de leur transe et de leur pratique. Lui-même m'a confié avoir beaucoup d'accès de clairvoyance spontanée, mais part du principe que la clairvoyance est une... lui, son explication, c'est votre karma, c'est ce que vous aviez à faire dans cette vie, et vous le faites, et vous le faites bien, et puis tant mieux. Mais pour lui, si vous voulez, il relie profondément le fait de posséder des capacités psychiques avec un haut niveau spirituel. Alors, je crois qu'il a raison dans sa culture. En revanche, et c'est une histoire que j'aime beaucoup raconter, même si elle est un peu grinçante, j'ai reçu pendant de nombreuses années des lettres d'un monsieur qui était en asile psychiatrique parce qu'il avait tenté d'assassiner quelques personnes qui avait des capacités psychiques tout à fait remarquables et qui s'ingéniait à me faire des voyances, qui étaient toujours très, très justes, très superficielles. Vous allez aller à un spectacle drôle avec un monsieur qui est très brun et très beau et qui est grand et qui vous aime beaucoup. Et quelques jours plus tard, un vieux copain m'appelle, il est en effet très beau, très grand, et comme il est producteur de spectacles, il m'invitait à un spectacle drôle et nous y allions ensemble. Et ça a duré des années, jusqu'au jour où ce monsieur, dont les lettres étaient truffées par ailleurs de délire, raciste, xénophobe, il se prenait pour il était d'abord interné, mais surtout il avait des idées, je dirais, extrêmement haineuses, donc qui n'ont vraiment rien à voir avec l'évolution spirituelle dont parlent les Tibétains, avait incontestablement des capacités de voyance. Donc, fou, ça, je crois que dans la culture tibétaine, parce que la culture se formate comme ça, en effet, les gens qui développent des capacités psychiques doivent être quasiment systématiquement corrélés avec un haut niveau moral et spirituel. Je ne crois pas que ce soit vrai dans ma culture. Alors, je veux bien entendre le compliment de Kulthum Rinpoche, mais si je me sens extrêmement solide sur le plan éthique et moral, je ne me sens pas forcément, je dirais, plus développée spirituellement que tout un tas de gens qui sont, à mon avis, beaucoup plus développés que moi et qui n'ont pas mes capacités psychiques. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez intéressé à toute forme de divination. Oui. Vous avez une large connaissance dans ce domaine puisque vous êtes passionné par votre art et vous avez essayé d'étendre votre connaissance. Quelles sont les autres directions on parlera de l'aspect scientifique dans quelques instants, mais quelles sont les autres directions que je dirais traditionnelles qui vous ont passionné? Le chamanisme, par exemple. Le chamanisme des Amérindiens, et puis certaines formes aussi de pratiques africaines qui sont pas vraiment, qui sont tout de même assez proches du chamanisme, puisqu'on est dans des systèmes mythico-rituels, polythéistes, qui font intervenir des entités, des esprits tutélaires, et où il est tout de même question, en état de transe, à la fois de savoir ce qui va, ou plutôt ce qui peut se passer, et puis d'intervenir, d'interagir à l'aide d'entités qui sont avec lesquelles on négocie pour améliorer le sort des vivants. C'est des systèmes qui m'intéressent énormément. Oui. Et dans ce cadre-là, les phénomènes paranormaux n'existent pas, puisque pour eux, ils ont une explication. C'est-à-dire que la notion de paranormal, le simple fait alors c'est des discussions passionnantes avec les Tibétains, c'est que pour eux, si vous voulez, ne pas, nous dirions-nous, croire à la voyance, ça les fait totalement éclater de rire, parce que des manifestations de voyance, il y en a tout le temps dans tous les monastères. Dès qu'il y a des pratiques avec du développement spirituel, il y a de la clairvoyance et de la précognition. Donc c'est à peu près aussi fou que si on disait, je sais pas, la roue n'existe pas, quoi. Moi, le téléphone portable, j'y crois pas. Vous voyez, ça serait presque un objet de honte. Quelqu'un qui dirait ça ici est totalement ridiculisé. Bon, là-bas, si vous voulez, un rationalisme basique, on est gêné pour lui, quoi. Comment vous dire? Comment vous dire ça sans être désagréable? Comment vous dire ça sans être insultant? Voilà. On est vraiment gêné. Et l'idée de paranormal, si vous dites à un Amérindien que quand il contacte son esprit guide en état de transe, ou quand il fume du peyote, il est en train de se livrer à quelque chose de paranormal. Je pense que même dans la mesure où pour lui non seulement c'est sa norme, mais je dirais c'est la fondation même des règles de la société dans laquelle il vit. Je ne sais même pas s'il peut comprendre cette notion.
Oui, tout à fait. Oui. Mais en revanche, qu'est-ce qui a fait, en quelques mots, selon vous, que la voyance, qui était reconnue quand même, on peut remonter à l'Antiquité, au Moyen Âge, dans notre société occidentale, que ça ait disparu depuis l'arrivée de la science au scientisme, au sens scientisme du terme, vers le 19e siècle? Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous historiquement, parce que si vous voulez, bon, c'est vrai que dans l'Antiquité, pas de problème. Enfin, dans l'Antiquité, on est en plein polythéisme. En tout cas, beaucoup de divinités. C'est pas le polythéisme des Amérindiens, mais on a tout de même des divinités multiples. Je crois que c'est le monothéisme qui met un frein tout de même. À toutes ces pratiques, alors tout en les reconnaissant à l'intérieur d'un cadre religieux, parce que bien entendu les grands saints et les grands mystiques ont toujours eu des accès de divination, et on connaît bien entendu, je pense que vous avez dû faire de nombreuses émissions sur Catherine Emmerich, sur Mère Marie Venémée, sur tous ces phénomènes, le Padre Pio, la guérison du Padre Pio, bon, tout le monde connaît ça très bien, mais quand ces manifestations ne se passent pas chez des religieux et dans le cadre de l'Église, elles ont tout de même longtemps été considérées comme infernales et passibles de mort. Je vous le rappelle, il y a quand même des milliers et des milliers de femmes qui ont été brûlées dans toute l'Europe pendant des siècles et des siècles. Ce n'est pas rien. Bon. Alors aujourd'hui, la position, si vous voulez, même aujourd'hui, dans le monothéisme, et notamment dans la religion chrétienne, une des réticences, si vous voulez, par rapport à la divination, est quand même que Dieu décide, Dieu crée le monde, et c'est Dieu qui décide, et c'est Dieu qui sait, et en faisant de la divination, d'une certaine manière, on triche en essayant de connaître sa volonté. Hein. Alors que pour des peuples qui sont polythéistes, notre avenir le monde n'est pas créé par un homme barbu, et notre avenir n'est pas décidé par lui. À partir de ce moment-là, l'emploi de la divination, c'est un coup de sonde. Vous voyez, il y a quelque chose de technique dans la façon dont les polythéistes abordent ça, qui est très proche de la mienne. Alors que pour un catholique, c'est tout de même sacrilège. Hein. Moi, j'ai eu des conversations d'ailleurs à ce sujet, pas avec un catholique, mais avec un rabbin. On ne va pas regarder ce que Dieu a décidé. Voilà, c'est péché. Oui, tout à fait. Faut quand même être clair. Alors bien sûr, il peut y avoir des petits arrangements, des petites exceptions, mais enfin, grosso modo, on n'utilise pas la divination à tour de bras. Voilà. La divination à tour de bras, c'est pas dans les monothéismes. Alors, bien entendu, dans l'islam, on a aussi des pratiques divinatoires. Bien entendu, dans la religion juive, il y a la Kabbale. Bien entendu, il y a à l'intérieur de ces grandes traditions spirituelles monothéistes, il y a des prophéties, tout simplement. Entendu. Et puis, il y a des systèmes, je dirais, il y a des espèces d'impasses, de possibilités, de petites zones de négociation. Mais en tout cas, la divination au cœur de la vie de tous les jours, comme je la pratique moi, ou comme les polythéistes la pratiquent, certainement pas. Oui, elle est bannie complètement. Certainement pas. Voilà. Alors, ça, c'est déjà, si vous voulez, c'est que tout de même sur ce terrain-là, les scientistes à pensée unique d'aujourd'hui, persuadés de détenir une vérité universelle, qu'ils soient dans le clan des scientistes durs, dans le clan de certains psychanalystes, persuadés de l'universalité de leurs pratiques, etc., ils n'ont fait d'une certaine manière que reproduire le schéma de l'Église, qui est tout de même un schéma colonialiste, où on a une vérité unique, on l'impose au monde entier, et tout ce qui ne rentre pas dedans, on ratisse. Hein. C'est pour ça que vous êtes volontiers, vous, livré dans une démarche qui vous coûte, parce que dans cette démarche-là, c'est vous, le cobaye. Oui. Vous vous êtes volontiers livré à des expériences avec des scientifiques qui avaient l'esprit ouvert, ce qui pour un scientifique paraît normal, couler de source, même être une définition de l'état d'esprit du scientifique. Ça, vous avez décidé ça très très tôt finalement, hein. Si vous voulez, presque dès le départ de votre... J'ai vite compris, j'ai mis beaucoup plus de temps, mais enfin j'ai vite senti en tout cas que je pouvais pas, je me suis très rapidement trouvée dans des situations qui étaient extrêmement déstabilisantes pour moi. D'un côté, je savais que ce qui se passait dans mon cabinet était clairement du côté des phénomènes de clairvoyance et de précognition. Parce que, comme je l'ai bien souvent dit, on peut avoir une tête à avoir un chagrin sentimental, on peut avoir une tête à être expert comptable, mais on n'a pas de tête à avoir une maman
qui est à l'hôpital parce qu'elle a un cancer des os. Ça n'existe pas. Vous vous êtes penché sur les microsignes d'ailleurs. Vous aviez eu un doute à un moment. Vous avez vraiment voulu essayer de comprendre si vous aviez réellement du talent et non pas... Au départ, je me disais que c'était peut-être simplement de l'empathie et puis aussi en effet, un talent psychologique comme ont les videurs de boîtes de nuit ou certains profilers qui voient immédiatement quelqu'un et qui ont évidemment un tas d'informations sur quelqu'un très vite. Tout à fait. Et j'avais vraiment envie de savoir si c'était une espèce de génie, je dirais, de la perception psychologique ou si c'était des perceptions extrasensorielles, ce qui n'a rien à voir. Ah, complètement. Or, chaque fois que je commençais à discuter de mon métier, j'avais toujours le spécialiste de service qui, bien entendu, en France, est souvent un sociologue ou un psy qui ne connaît pas ces questions, qui ne connaît pas l'histoire de ces questions. Qui ne connaît pas le dossier de la voyance. Que ça n'intéresse évidemment pas, et qui me disait, avec un sourire amusé, oui mais madame, vous êtes formidable, vous faites finalement un très bon travail de psychologie. Et il y avait quelque chose là-dedans où on m'expliquait que finalement j'étais pas quelqu'un de toxique. Non, bien sûr, on pouvait me tolérer au sein de la société parce que j'étais finalement une bonne conseillère, une habile conseillère. Une condescendance presque méprisante. Mais bien entendu. Or, la vraie question, c'est pas que la voyance soit de la psychologie. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe dans mon cabinet, indépendamment de tout ce qui peut, de toute l'aide qui peut être apportée par des informations précises, c'est tout de même qu'il y ait un mécanisme de perception extrasensorielle. Or, ce mécanisme de perception extrasensorielle, la culture dans laquelle je vis le refoule, ne veut pas en entendre parler. Voilà. Alors on veut bien admettre que j'ai de la finesse psychologique, mais on ne veut pas admettre que je puisse voir à travers une enveloppe close, et on ne peut pas non plus admettre que certains éléments du futur puissent être déterminés d'avance. On ne le supporte pas, pour des raisons philosophiques, morales, historiques, parce que ça touche à des points fondamentaux de notre représentation de nous-mêmes, parce que ça modifie l'idée qu'on se fait de notre liberté, qu'on veut totale et absolue, qu'on veut rêver totale et absolue, et que cette idée de déterminisme est quelque chose qui véritablement nous insulte et nous dénarcissise. Bien. Ensuite, parce que l'idée de perception extrasensorielle pose des questions gigantesques sur la conscience, parce que avec quel sens je vois dans l'enveloppe close ? Qu'est-ce qui voit ? Quelle est la partie de moi qui voit ? Ce ne sont pas mes yeux, puisque l'enveloppe est fermée. Alors quoi ? Alors qu'est-ce qu'est la conscience ? Ça pose des questions fondamentales, enfin du moins qui peuvent remettre en cause pas mal de choses. Et depuis que la science du 19e siècle, et surtout depuis que la science, je dirais tout un courant laïque et rationaliste s'est séparé, a su séparer l'Église de l'État, toutes ces questions pose et repose à l'infini une question qu'on ne veut plus mélanger avec le politique en France, qui est la question de la transcendance. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on voit dans des enveloppes closes, on peut imaginer, la seule explication qui vient immédiatement à l'esprit, c'est que c'est quelque chose de divin. Donc ça repose la question de l'existence de Dieu ou de l'existence de l'âme, et de l'existence de quelque chose qui ne serait pas du corporel. Inévitablement, puisque ce ne sont pas avec mes yeux que je vois. Alors avec quoi ? Bien. Or, ces questions réactivent une polémique autour de l'existence de Dieu, sont considérées comme des questions maudites et piégées, parce qu'elles renvoient à des questions transcendantes que la science n'a plus envie de toucher, parce qu'elles sont dangereuses, et qu'elles redonnent du pouvoir, pour parler comme ses adversaires, aux curés. Oui, mais en même temps, elle laisse libre cours et le terrain libre à toutes sortes d'escrocs pour le mieux ou pour le pire, d'illuminés qui récupèrent des gens en difficulté. Bien entendu, mais c'est bien ça le drame. C'est-à-dire que ce que disait d'ailleurs Victor Hugo, je ne connais plus la phrase exacte, mais si la science ne veut pas de ces faits, c'est la foule qui les prendra. Et alors, vous vous êtes plongé donc dans cette démarche. Quelle a été pour vous l'expérience la plus intéressante de votre point de vue ? Et avec quel scientifique ? Dans les expériences qui m'ont beaucoup marqué, toutes ont été intéressantes. Que ce soit les expériences que j'ai faites avec le professeur Norman Donn à Chicago, pour Sixième Sens, le reportage de Marie-Monique Robin, que ce soit mon premier neuroscan à l'Université de Lausanne avec le professeur Desplan, dans le cadre des travaux qui sont faits par la Fondation Marcel et Monique Audier. Tout a été passionnant parce que moi, j'avais besoin de ces exercices de manière à
pouvoir démontrer la pertinence de ses capacités dans un cadre qui était, si vous voulez, incontestable. Parce que si je vous dis, voilà, votre mère a des problèmes auditifs, vous pouvez très bien me dire, bah oui, mais après tout, qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Puis après tout, votre maman, elle a peut-être au moins un certain âge. On peut imaginer que cette dame d'un certain âge a des problèmes auditifs. Oui. C'est pas très performant. Mais en revanche, quand vous vous retrouvez avec une photo la photo d'une couronne dans une enveloppe, et que vous découvrez que c'est une couronne après avoir dit que vous avez vu quelque chose d'ornementé, d'ouvragé, que vous voyez du velours, il y en a du velours, des pierres, quelque chose de précieux, c'est extraordinaire. Et j'ai eu envie, si vous voulez, de montrer, de pouvoir voir ce qui se passait à l'intérieur de mon cerveau pendant ces exercices. On a trouvé d'ailleurs des choses assez intéressantes. Bon, ce n'est que des débuts dans ces recherches, mais que certaines parties de mon cerveau travailleraient simultanément au lieu de fonctionner successivement. On a commencé à trouver des choses intéressantes. Il y a des pistes pour comprendre ce qui se passe dans les états de conscience modifiés. Ouais. L'expérience qui a été la plus traumatisante pour moi, je vais vous la raconter parce que j'en parle dans mon livre et c'était un cauchemar. Ce cauchemar s'appelle The Sea Monster, le monstre des mers. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, on le voit bien d'ailleurs. On le voit bien dans le livre, le cauchemar. Quand on voit le documentaire, pardon. On voit le documentaire, on voit le cauchemar. Et je dois dire que ça, c'est le type même d'une mésaventure liée au Ganzfeld. Le Ganzfeld est un système prodigieux qui permet à des volontaires qui n'ont pas de capacité psychique particulièrement développée, qui ne les ont pas encore développées, de rentrer dans un état de conscience légèrement modifié, dans lequel ils perçoivent directement, je dirais avec tout leur sens, le film qui peut être passé dans une autre pièce, projeté dans une autre pièce et que bien entendu ils ne voient pas. Voilà. Ils sont ensuite chargés de l'identifier alors qu'on va leur passer 3 autres films. Donc il faut qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont vu. Je ne sais pas si je m'explique très bien. Tout à fait. Or, en ce qui me concerne, j'ai toujours dans ma voyance la chance d'avoir une sauvegarde qui fait que ce que je ressens ou ce que je vois est assez distancié de moi. Je m'explique. C'est-à-dire que vous ne vivez pas la situation. Non, je la vis, mais je la vis comme un acteur. Ouais. Par exemple, quand je suis face à quelqu'un, il m'arrive fréquemment de lui parler de douleurs ou de symptômes, qu'en général cette personne valide. Mais je sens à ce moment-là ces symptômes ou ces douleurs dans mon corps. Et je les sens de manière extrêmement furtive, légère, et je les sens comme si je les jouais, et non pas comme si je les ressentais. Oui, d'accord. J'ai le même degré d'empathie émotionnelle qu'un acteur. Une part de lui peut ressentir, peut avoir une émotion de tristesse lorsqu'il lit son texte tragique, mais il sait que ce n'est pas pour de vrai. Voilà. Vous voyez ? Oui, parce que des fois, il doit vous arriver des flashs en pleine figure qui peuvent être dévastateurs. Et heureusement pour moi. Et je peux très bien, par exemple, voir des photos assez traumatisantes qui peuvent provenir de l'Institut médico-légal. Je peux voir ces photos en état de voyance, ne pas en être affecté, donner des informations. Et 2 heures plus tard, aller à un dîner. Alors que les mêmes images, vues dans un état qui n'est pas un état de conscience légèrement modifié, peuvent me hanter pendant des semaines. D'accord, ça vous bouleverserait. Absolument. Je ne vais pas voir de films de violence parce que je ne les supporte pas. En revanche, quand je suis en état modifié de conscience, avoir des documents qui proviennent de la morgue ne me pose pas de soucis. Donc on est vraiment dans une autre histoire. Il y a une vraie distance. Alors revenons à cette expérience donc avec le Sea Monster. Avec le Sea Monster, je reçois dans le visage une lumière rouge et dans les oreilles un bruit blanc, qui est une sorte de bruit, une sorte de fréquence linéaire. Il se trouve que ce traitement empêche la prise de distance avec les émotions et avec les images mentales. D'accord. Et soudain je décris quelque chose de très grand, d'immense, qui se penche sur moi. J'ai le cœur qui bat. Il y a un danger terrible. Je vais me faire assassiner. Je suis menacée. C'est une véritable agression physique, mais que je vis comme si je cauchemardais, sans aucune distance. Or, le film de Sea Monster
montre en effet une sorte de monstre en carton-pâte des années 50, tout à fait grotesque, qui sort de la mer, qui sort de l'eau, surplombe comme ça le héros. Surplombe le héros et qui le menace. Or, par la technique du Ganzfeld, j'ai perdu toutes mes défenses naturelles. Et j'ai véritablement vécu ça comme une agression. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pendant 2 ans, j'ai fait des cauchemars où je revoyais les scènes que j'avais d'abord vécues, je dirais, dans ma chair et que j'avais ensuite vues dans le film. Alors, ce qui est grotesque dans le film de Marie-Monique, c'est que quand on me montre The Sea Monster, je le reconnais bien sûr immédiatement. Je mets ma main à ma bouche et je dis « Oh, quelle horreur !» Alors, bien entendu, c'est grotesque puisque c'est un truc de carton-pâte des années 50 qui ne pourrait pas faire peur à un enfant de 5 ans. Voilà. Et là, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que certaines techniques, finalement, qui étaient destinées au plus grand nombre, qui n'étaient pas destinées à des sujets, je dirais des sujets doués, mais à des sujets ordinaires, étaient dangereuses pour moi. Parce que j'ai quand même fait 2 ans de cauchemar. Effectivement, il y a des expériences qui laissent des traces. Maude Christen, à nouveau une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer avec vous cette conversation passionnante, je le rappelle, à l'occasion de la sortie de votre livre, la publication de votre livre aux éditions Presse du Châtelet, Ma vie et l'invisible. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Dites-moi, Maude Christen, je vous reçois donc, je le rappelle, à l'occasion de votre livre Ma vie et l'invisible, dans Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À votre avis, pour qu'un scientifique travaille sur le phénomène de la voyance, doit-il, selon vous, si vous aviez un protocole expérimental à monter, doit-il travailler avec des sujets doués, c'est-à-dire dont on le sait avec certitude qu'ils produisent le phénomène, comme vous, ou doit-il au contraire travailler avec des sujets qualifiés entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, ordinaires? Je crois que les 2 approches sont extrêmement intéressantes. Je pense qu'elles se complètent parce que je pense qu'il faut penser à des protocoles universalistes qui sont destinés à des sujets non doués et qu'il faut également penser à des protocoles destinés à des sujets doués. L'approche universaliste est intéressante parce qu'elle ne fait pas dépendre la recherche d'un sujet. Ce qui est difficile dans les sujets doués, c'est le moment, si je puis dire, où inévitablement un jour ils disparaissent. Le professeur Norman Donn a eu la chance aux États-Unis de travailler avec un sujet qui est extrêmement doué. Bon, un jour ce monsieur est décédé, la recherche du professeur Norman Donn s'est arrêtée là. Vous voyez, c'est quand même très difficile, on ne peut pas dépendre d'un sujet, c'est ce que dit Mario Varoufakis, et il a raison. Et je pense que les 2 approches ne sont pas antinomiques, parce que ce que prouvent les expériences avec des sujets non doués qui sont menés à des échelles industrielles et qui donnent lieu à des méta-analyses, ça permet de voir de manière statistique qu'il y a une forme de qu'il y a des phénomènes psy qui émergent, je dirais, quantitativement. Il faut en faire des wagons et des wagons, quoi. Il faut en faire des wagons et des wagons, mais ces wagons et ces wagons sont signifiants. De même que le type de protocole qu'on peut monter avec des sujets doués, que ce soit au niveau de la voyance ou au niveau de la guérison, sont également extrêmement intéressants. Je ne crois pas qu'il faille choisir une approche. Je pense qu'il faut une approche globale pour la recherche. Je veux dire, pour prouver que le phénomène existe et a une réalité. Avec ce que vous produisez, par exemple, vous, comme phénomène, je suis surpris que on ne puisse pas dire, ok, le phénomène existe, c'est réel. Ça, il faut lire le travail de chercheurs et de philosophes comme Isabelle Stengers pour comprendre que l'approche scientifique, c'est pas simplement des faits qui s'imposent parce qu'ils sont des faits. C'est aussi un écosystème, c'est aussi une société, c'est aussi une mentalité à un moment, pour parler dans un langage très simple, c'est une mentalité à un moment. Et quand les faits que l'on produit vont trop à l'encontre des systèmes de pensée, de la culture dans laquelle on vit, on arrive au clash. On arrive au clash, et même si les phénomènes sont produits et reproduits, quand on connaît l'histoire du psy, vous avez eu la chance d'inviter des auteurs qui sont spécialistes de ces questions, comme Bertrand Méheux et d'autres, on peut produire et reproduire à l'infini les phénomènes. Quand on les produit dans une culture qui n'en veut pas, elle trouve le moyen de les exclure. L'idée, si vous voulez, aujourd'hui, ce que disent les chercheurs qui se penchent sur l'histoire des sciences et qui analysent les comportements des chercheurs, c'est que
l'idée d'une science totalement neutre, qui ne s'intéresserait qu'aux faits et serait débarrassée de tout a priori culturel est un mythe. C'est le mythe que la science a su construire autour d'elle. C'est la manière dont elle s'est marketée. Mais ce n'est pas la réalité. Non, loin de là. Loin de là. Maude Christen, concluons sur un sujet plus léger. Vous allez nous parler évidemment de personnes célèbres, car il y en a qui viennent vous consulter. Oui, bien sûr. Hein, bien sûr. Que ce soit des artistes, que ce soit des industriels d'ailleurs, peut-être pas grand monde le sait, et évidemment des hommes politiques. Oui. Alors, en ce qui concerne, on va dire, les personnages célèbres, les people, les stars, chanteurs, chanteuses, acteurs, réalisateurs de cinéma. J'imagine par exemple que vous avez dû avoir des réalisateurs de cinéma qui sont venus vous voir en vous disant voilà, là, parce que bon, un film c'est quand même plusieurs millions d'euros de budget, ça ne rigole plus. Ça c'est les producteurs plutôt. Oui, remarqué, c'est vrai, c'est les producteurs qui doivent venir vous voir. C'est arrivé qu'ils viennent vous voir avant la sortie du film en disant bien sûr. J'ai des anecdotes très drôles à ce sujet. Oui. J'en raconte une dans mon livre. C'est un film pour lequel j'ai vu 3 personnes et j'ai fait 3 prédictions différentes. Alors ça, c'est fabuleux. c'est un truc à ce que Monsieur Brock s'arrache les cheveux sur la tête. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de vérité unique. Alors, je vais vous faire rire. Le producteur vient me voir et je lui annonce que ce film va être un four. Et c'est vrai. Ce monsieur, hélas, avait déjà investi. Mais je ne sais plus combien de millions il a perdu, mais en termes d'entrée, ce film a été un four, mais retentissant. En revanche, comme parfois, et je dirais même comme souvent en ce qui concerne le cinéma français, les critiques, et notamment les critiques pointues, Télérama, le Nouvel Obs, Le Monde, ont été dithyrambiques. Et dithyrambiques sur qui? Sur les performances de l'acteur, qui lui aussi m'a consulté pour ce film. Et vous lui avez dit, ce qui à sera un l'époque succès. n'était pas aussi connu qu'il l'est maintenant, et auquel j'ai prédit un immense succès. Et ça a été en effet pour lui un immense succès d'estime, puisque d'abord il a été découvert, vraiment découvert, et ensuite parce que, je dirais, sa performance d'acteur a été saluée unanimement par les gens les plus pointus de son métier, et ça lui a permis ensuite de travailler avec les plus grands réalisateurs, en France, mais aussi à l'étranger. Et enfin, troisième personne auquel j'ai annoncé que ce film ne serait vraiment pas intéressant sur le plan professionnel, mais serait un grand bouleversement dans sa vie. C'est une dame qui était à la fois maquilleuse et parfois costumière, et auquel j'ai annoncé la rencontre de l'homme qui est maintenant le papa de ses enfants. D'accord. Ah oui, ça fait 3 prédictions complètement différentes. 3 prédictions pour le même film. L'un auquel j'annonce une calamité, ce que ça a été pour lui, financièrement. Un autre auquel j'annonce un succès et le début de sa carrière, ce qui était vrai. Et la troisième pour qui ce fut le grand amour. Voilà. Est-ce que je vais le faire, le nom du film, de l'acteur éventuellement? Non, on le fait pas. Il n'y a aucune chance de... Non. Ah non, incorruptible. Mais dites-moi, est-ce que des gens viennent vous consulter, des décideurs, là cette fois-ci on passe dans le monde économique, et viennent vous consulter, et de votre analyse, je ne dirais pas va dépendre, parce que la décision leur appartient à eux finalement, mais va découler des millions d'euros d'investissement? Bien sûr. Ça, c'est la partie la plus choquante de mon travail. C'est quelque chose qui fait dresser le poil des gens qui connaissent pas mon métier. Et je comprends que ça leur fasse dresser le poil. On admet volontiers que les acteurs, les chanteurs, après tout, on peut imaginer, ils ont besoin de réconfort, d'être écoutés. Enfin, c'est comme ça que les gens le pensent. C'est bien entendu pas ça dans la réalité. Mais tout de même, on se dit quand même un PDG, des millions d'euros, des investisseurs. C'est sérieux, quoi. Voilà. Ah oui, là on est dans. Là on rigole plus. Là on est dans du gros, on est dans des décisions, dans des fusions-acquisitions, dans des entreprises qui seront rachetées ou pas rachetées, liquidées ou pas liquidées. C'est des centaines de vies humaines en termes d'emploi qui sont d'une certaine manière sur la table au moment où moi je travaille. Et ça, c'est quelque chose qui choque énormément. L'année dernière, il y a eu un monsieur qui a été le grand, je dirais, le grand découvreur de la chasse de tête en France, qui s'appelle Jean-Claude Lasanté, qui est un monsieur qui a pris sa retraite. Et en prenant sa retraite, je dirais ce papa de la chasse de tête, puisqu'il a eu le premier cabinet de chasseurs de tête en, je crois, 63-64, a révélé que nous avions beaucoup travaillé ensemble pour des sociétés, des grosses sociétés, des multinationales, etc. Alors, vous l'aidiez à choisir la tête idéale?
Absolument, j'ai choisi des directeurs généraux, des PDG, des directeurs du développement, des directeurs du marketing, des directeurs administratifs et financiers. Vous en sont-ils un tant soit peu reconnaissants au moins? Écoutez, les clients en tout cas qui ont été conseillés comme ça, sont contents, bon. Et reviennent dans des proportions qui sont je dirais extrêmement supérieures à ce qu'on peut même imaginer, puisque j'ai aujourd'hui plusieurs entreprises qui sont cotées en bourse dans mes clients, dont j'ai les PDG. Et c'est des gens que je connais depuis 15 ans, et je dirais j'ai un taux de retour, qui est, mais je dirais très très supérieur même à ce qu'on peut avoir dans les destinées individuelles. C'est un système très très opérant. Alors ça choque, et je comprends à quel point ça peut choquer, parce que tant qu'on n'a pas vu faire et qu'on ne sait pas que ça fonctionne, je dirais qu'il y a une part il y a un grand frisson. Il y a un grand frisson d'horreur en se disant, mon Dieu, comment ces hommes peuvent-ils croire? Justement parce que ces hommes ne croient pas. Ce qui se passe avec eux, contrairement aux chanteurs, aux comédiens, qui sont des gens je dirais, très bienveillants en général par rapport à la voyance, c'est qu'eux sont extrêmement méfiants. Et ils testent avec leurs habitudes de patron, leurs exigences de patron. Ce ne sont pas des gens faciles. J'imagine. Ce sont des gens exigeants qui sont critiques et très rapidement, ils me mettent au pied du mur. Et sans que ça leur pose d'ailleurs beaucoup de questions et sans que ça déclenche chez eux des avalanches de remise en cause philosophique, ils utilisent mes perceptions en me disant, écoutez, on ne sait pas comment vous faites, mais c'est un bon outil, ça fonctionne. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat, là comme ailleurs. Oui, voilà. Pragmatique à fond, quoi. Vraiment. Pragmatique. Ouais. Voilà, totalement pragmatique. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de mal connu. Et je me rappelle d'une de mes amies qui est une grande journaliste dont je tairai le nom, et qui un jour dans un dîner s'est rendu compte que le monsieur qui était à sa droite, qui est un homme d'affaires extrêmement célèbre, me consultait parce qu'il y a fait il lui a fait allusion à ça quand il a dit qu'elle était mon amie. Elle en est parvenue. Elle me dit, enfin, c'est incroyable, un tel. Je dis, si. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très 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 mal mal perçu. Ce que je comprends. C'est pour tout ça, si vous voulez, que j'ai cette recherche par rapport à la validation par la science de ces perceptions, parce que vous savez, c'est épuisant d'être un objet de scandale quand c'est pas mérité. Ça, je comprends. Maud Christelle, une dernière chose quand même, pour conclure. Vous savez que nous sommes dans une période sensible, là. Dimanche prochain, on connaîtra le nom du ou de la président de la République. J'imagine évidemment que pour des élections, que ce soit législatives, que ce soit d'autres types d'élections, et a fortiori encore plus pour les élections quand même premier homme ou première femme de France, des gens doivent venir vous consulter, non? Alors oui, bien entendu, mais sur des questions qui sont souvent assez techniques, du type vous savez, les politiques, ils n'ont pas toujours envie de savoir vraiment ce qui va se passer. En tout cas, pas quand ils viennent chez moi. Ils ont surtout envie de savoir ce qu'ils doivent faire pour que ça se passe au mieux. Là aussi, pragmatique. Et bien souvent, les questions auxquelles je me heurte dans mon travail, c'est quel directeur de campagne je choisis, quel thème je dois privilégier, est-ce que je dois me rendre à tel endroit, est-ce que telle rencontre est dangereuse, est-ce que je dois accepter tel débat. Mais les politiques sont assez faciles à conseiller dans la mesure où ils ont le même type de fonctionnement que les hommes d'affaires, c'est-à-dire que on est vraiment dans l'application de stratégie. Oui, mais ils viennent vous consulter. Enfin, certains d'entre eux. Certains viennent me consulter. Beaucoup moins que ce qu'on imagine. Les hommes d'affaires, je l'écris d'ailleurs dans mon livre, non, les hommes politiques ne sont pas tous chez les voyants. Beaucoup moins que les hommes d'affaires. Moins que les hommes d'affaires parce que, justement, les politiques sont ont absolument besoin de croire que ça va fonctionner. Or, en allant voir quelqu'un comme moi, ils pourraient apprendre que ça ne fonctionnerait pas et ça leur pèterait le moral. Oui, là, c'est fini. Alors, ils vont peut-être voir un certain type de voyants dont ils savent qu'ils vont entendre une parole
qui va aller dans le sens de leur désir. Mais en tout cas, avec moi, il n'y a pas cette marge de manœuvre. Et ceux que je côtoie sont pas là-dedans. Ils sont comme les hommes d'affaires dans une démarche où ils ont envie de faire au mieux, de positiver. Mais Maud Christène, de la même manière que vous avez parfois des flashs comme ça qui vous font voir des choses qui concernent un peuple entier. Vous l'avez décrit d'ailleurs dans votre livre, vous étiez dans les bureaux du magazine Marie-Claire, vous voyez une photo de Manhattan, je crois. C'est ça. Hélène Mathieu, qui était à l'époque rédactrice en chef de Marie-Claire, était chez moi et elle m'avait confrontée à un futurologue qui s'appelle Alvin Toffner. Et en allant faire du thé, je lui ai dit, écoutez Hélène, je suis pas très bien parce que j'arrête pas de voir des trucs dramatiques au sujet des destinées d'Américains. Je vois des tours effondrées. Des buildings effondrés, je les vois courir couverts de boue au milieu de ces tours effondrées, c'est horrible. Et ça fait le troisième destin d'Américains que je vois comme ça. Je suis un petit peu bouleversée, je vais boire un thé puis on va travailler. Et elle l'a recopié. Et c'est paru dans Marie-Claire en 91. Et on connaît la suite. Évidemment. Et donc je suppose que dans votre entourage, connaissant votre talent, on doit vous dire alors, Sarkozy ou Royal? Écoutez, en tout cas, une élection qui donnera lieu à bien des embrasements et à bien des problèmes dans les mois qui suivront. Il y a des très très gros problèmes à l'intérieur de la population. Voilà. On n'est pas arrivé. On n'est pas rendu, comme on dit. On n'est pas rendu. Voilà, on n'est pas rendu. Maud Christène, merci beaucoup. Je vous remercie. Passez une bonne fin de soirée. C'est un vrai plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Maud Christène, donc Ma vie et l'invisible, aux éditions Presse du Châtelet. Bonne route et bon vent. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Je vous souhaite une excellente fin de soirée ou début de nuit. Dans quelques instants, la rediffusion des émissions de la journée de Sud Radio. Je vous rappelle également le titre du livre de Maud Christène qui a été le centre de notre conversation avec Maud ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange. Il s'agit de Ma vie et l'invisible aux éditions Presse du Châtelet, un livre que je vous recommande très très chaudement, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. Merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Morad qui est au standard, Pierre Massias qui m'aide à construire ces émissions jour après jour et week-end après week-end. Vous le savez, vous pouvez nous contacter directement par mail. Il suffit que vous tapiez l'adresse suivante, étrange@sudradio.fr, et vous m'envoyez votre email. Si vous voulez témoigner également, vous pouvez utiliser notre boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange au 0826 300 300. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio et on se retrouvera le week-end prochain. Bonne semaine.